tous les trucs, je suis un peu nul, je me dis ça, exactement. Je me dis, faut pas se comparer aux autres. Hein. La comparaison, c'est Tous mauvais. les trucs où t'es fort, t'es en mode, ouais, C'est ça. vas-y, Je suis meilleur, ils putain. sont tous nuls. Donc, c'est nul. Est-ce qu'on se blesse plus après 30 ans? Ça sous-entend que plus on vieillit, pire ce sera. Et ça, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai parce qu'il y a des études qui ont été faites. En fait, on se rend compte que c'est pas juste une question de je suis plus vieux, donc j'ai plus mal. Et c'est là où on comprend qu'en fait, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, en fait. Effectivement, vers 30 ans, c'est un premier pic. Mon hypothèse, c'est que la douleur ressentie n'est pas proportionnelle aux dégâts que tu vas avoir. Tu peux avoir une entorse de cheville et ne pas avoir mal du tout. Tu peux avoir une entorse de cheville et être à l'agonie, quoi. Ou tu peux même être à l'agonie alors que t'as aucune blessure du tout. Un truc que peu de gens savent, c'est que je suis littéralement l'expert mondial de ceinture d'année. C'est moi qui ai la plus grosse collection de ceintures d'année. J'en ai tellement trop, je peux pas toutes les prendre, mais encore 10. Et c'est là où en fait c'est compliqué, c'est qu'il y a des gens, ils ont appris pendant des années à garder le dos droit, et puis un jour ils font un effort où ils sont un peu fatigués parce que justement l'effort est intense, et du coup ils vont dans un degré de flexion un peu plus important que d'habitude, et ils se font mal. Et ils disent ah bah ouais regarde, c'est bien la preuve que cette position elle est mauvaise. Ou en fait en réalité c'est juste la preuve que tu t'es jamais habitué à porter comme ça en fait. Là où ce que moi j'essaye de transmettre, et je suis pas le seul, c'est bah, si tu veux éviter de te blesser, Dans cet épisode, on reçoit Pierre-Élie Bernard qui est ostéo. Il nous parle des aspects psychologiques de la douleur, pourquoi ce n'est pas grave de porter avec le dos rond et comment éviter de se blesser quand on fait de la muscu. Vous nous connaissez, on n'a aussi pas pu s'empêcher de parler de business. Pierre-Élie vend des formations et crée du contenu sur YouTube et sur Instagram sous le nom Les Chroniques de la douleur. Et de son côté, Paul a déniché une opportunité de produits physiques dans le domaine. Bonne écoute. Pierre-Élie, en tant qu'ostéo, c'est quoi ton anecdote la plus folle? Alors, il y a quelques années, quand j'étais étudiant, dans l'école où j'étais, on avait une clinique où des patients venaient pour consulter. Et je me souviens que j'avais reçu une patiente qui avait des douleurs dans le bas du dos et qui avait très peur que ce soit une hernie discale. Et donc elle m'expliquait, voilà, sa mère avait une hernie et que depuis qu'elle avait eu cette douleur, en gros elle était très handicapée, donc elle avait vraiment très peur de ça. Et en gros, moi j'ai fait ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire que j'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup de tests pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui avait provoqué cette douleur, qu'est-ce qui l'a redéclenché, etc. Et au bout d'un moment, je termine mes tests et je lui explique, bon ben voilà, écoutez, je ne pense pas que ce soit une hernie discale, vu les tests qu'on a fait. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les consultations, elles durent 45 minutes et ça faisait 45 minutes. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de lui faire un traitement. C'est-à-dire que j'avais pris tellement de temps à lui poser des questions, à faire des tests, etc., qu'au moment où j'étais censé terminer la séance, pour moi, j'avais pas commencé parce que j'avais pas donné ce pourquoi elle venait, à savoir un traitement. Donc je me suis dit, bon bah c'est quand même con, enfin je me le suis dit dans ma tête, hein. Je me suis dit c'est quand même con, elle vient pour être traitée et finalement je peux pas le faire. Et en fait là elle m'a dit, ah non mais vous savez c'est bizarre mais en fait ce que vous m'avez dit ça m'a vachement rassuré et en fait j'ai déjà moins mal. Et là dans ma tête je me suis dit, mais je t'ai rien fait. Comment c'est possible que tu aies moins mal alors que je t'ai pas encore fait de traitement? Et ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué à l'époque et que j'ai vachement mieux compris par la suite. C'est que ce que j'identifiais comme mon traitement, à savoir des techniques manuelles, et ben en fait, il n'y avait pas que ça qui avait de l'importance dans une séance. Et il n'y avait pas que ça que les gens venaient chercher en séance. Et donc, ça a été un peu le truc qui m'avait perturbé à la base. Et même maintenant, je l'explique vachement mieux. Et donc voilà, en gros, le traitement, c'est pas juste faire des techniques manuelles. Il y a d'autres choses que les gens peuvent venir chercher et on peut soulager les gens de différentes manières. Et tu penses que quel pourcentage du traitement c'est de l'effet placebo? Parce qu'il y a plein de gens que je connais qui disent l'acupuncture ça marche très bien, etc. Moi, si tu regardes les études, l'acupuncture ça marche pas, mais pour eux, leur expérience c'est que ça marche. Et en fait, tu te dis l'effet placebo il est ultra fort, quoi. Si tu crées tout un élément où les gens ont l'impression d'être soignés, en fait, ça les guérit pour de vrai. Et ils ont des vrais effets positifs. Et par exemple, tu vois, on a discuté souvent avec Paul des antidépresseurs. Et antidépresseurs, c'est pareil, en fait, ça a un effet, mais il y a aussi, la majorité de l'effet est répliquée par du placebo. Ouais. Dans le cadre de la douleur, il y a une énorme part qui est liée aux effets contextuels, ça s'appelle comme ça. Les effets contextuels, c'est tout ce qu'il y a autour de l'effet actif, on va dire. Il y en a énormément, en fait. Plutôt que de parler que de placebo, je préfère parler d'effets contextuels parce que la question, c'est... Effet placebo, ça a un côté un peu péjoratif, en fait. Ça donne l'impression que c'est du vent ou qu'on trompe un peu la personne. Sauf que, on sait que... Ce qui est énerve d'ailleurs, parce que en fait, l'effet placebo, ça aide vraiment les gens. C'est l'idée de dire, ok, tu leur donnes une pilule qui fait rien, ça les aide pour de vrai. C'est un effet réel.
Ouais. C'est un effet réel, et d'ailleurs il y a des études qui sont parues il n'y a pas très longtemps qui essaient de mesurer quelle était la part justement des effets contextuels dans les effets en kinésithérapie, et c'est une grande majorité en fait. Une grande majorité des effets sont liés aux effets contextuels, et c'est vrai que pas que en kiné, c'est vrai aussi en chirurgie. D'ailleurs il y a plein de chirurgies, quand on les compare à des chirurgies placebo, où en fait les gens y viennent, on les anesthésie, on les ouvre, on fait rien, incroyable, ça. on referme, et ben en fait les gens Ça ils ont me les comment mêmes on leur effets. demande leur accord ou comment ça se fait pour tout Si, chirurgie dans les cas comme ça, placebo, si, c'est des gens qui sont au courant. mais ils savent pas lequel ils sont. D'accord. Et non, ils savent pas. Okay, Et en fait, il y a plein de chirurgies aujourd'hui en musculo-squelettique, je parle donc pour des douleurs d'épaule, ce genre de choses, où quand on les compare à des chirurgies placebo, et ben en fait les chirurgies ne montrent pas forcément d'effet supérieur à un placebo. Et pourtant, les gens vont vachement mieux. Donc effectivement, il y a une part énorme qui sont liées aux effets contextuels. Et ça s'explique encore une fois quand on comprend ce que c'est vraiment que la douleur. Et donc, est-ce qu'une personne qui aurait un mindset ultra positif, qui est en mode « moi, je suis jamais malade, je me fais jamais mal, c'est impossible de me blesser, si j'ai une douleur, elle va partir rapidement », est-ce qu'en fait, cette personne, du coup, c'est pas un truc qui serait super efficace pour rebondir de tout un tas de problèmes ? Ouais, tout à fait. Là aussi, on a pas mal de données scientifiques là-dessus. Le fait que les gens pensent qu'ils vont guérir, ça a une influence énorme sur le fait qu'ils vont guérir. Je parle encore une fois des douleurs. Je parle pas de trucs comme des cancers ou des choses dans ce style. Quand on parle de douleurs musculo-squelettiques, le fait de penser qu'on va guérir et que ça va passer, ça aide vachement. Et à l'inverse, les gens qui sont persuadés que leur problème va durer toute leur vie, ils sont vachement plus à risque de développer des douleurs persistantes. Et c'est pas juste psychologique, en fait. Ça peut s'expliquer parce qu'ils vont peut-être adopter des comportements un peu différents vis-à-vis des traitements, vis-à-vis du fait de bouger, ou vis-à-vis du fait de refaire des exercices, etc. Leur mindset, effectivement, la façon dont ils comprennent le truc, ça va avoir une influence sur tout ça, et donc ça va avoir une influence sur la guérison, ou même peut-être sur le fait que les douleurs apparaissent à la base. Et est-ce que tu as rencontré aussi des aspects un peu contre-intuitifs autour de ta profession d'ostéo ? Ouais, en fait, le truc, c'est que la profession d'ostéo, à la base, elle se base beaucoup sur le ressenti qu'on peut avoir avec nos mains. C'est-à-dire que on nous apprend en études à poser les mains et à écouter, entre guillemets, ce que nous raconte le corps. J'exagère à peine, il y a un côté un peu mystique. Mais c'est vraiment du style, on va poser les mains et on va essayer de sentir des choses. Et on base beaucoup notre diagnostic là-dessus. Et en fait, il y a pas mal d'études maintenant qui montrent que ce ressenti, il est très peu fiable en fait. Ou alors il faut vraiment prendre beaucoup de recul vis-à-vis de ça, parce que des fois on ressent des trucs, et par exemple on teste quelqu'un, il y a un autre ostéo qui passe derrière et il va trouver un autre truc. Et c'est un peu problématique. Si déjà on n'est pas d'accord sur le problème, ça va être compliqué d'être OK sur le traitement qu'on veut proposer. Et en fait, ça peut s'expliquer par exemple par un truc qui s'appelle l'effet idéomoteur, qui est un truc où si tu poses tes mains sur un truc et que tu es persuadé que ça bouge, et ben en fait tu peux ressentir un mouvement, voire tu peux induire un mouvement. C'est un petit peu comme ça que fonctionnent les trucs, le Ouija, vous savez, où on invoque les esprits, machin, où il y a tout le monde qui dit non, je te jure, je bouge pas le truc, et en fait chacun a l'impression de pas bouger le truc, mais en fait il y a forcément une petite force qui est exercée et qui fait qu'en fait on crée quelque chose. Et j'ai une anecdote comme ça. Quand j'étais étudiant, on nous apprenait par exemple à faire de l'ostéopathie crânienne telle qu'elle était décrite historiquement, où en fait on pose les mains sur la tête des gens et on est censé ressentir un mouvement d'expansion, de rétraction au niveau du crâne qui est minime, mais vu qu'on a des super pouvoirs de palpation, on apprend à les ressentir. Et en gros, ce mouvement d'expansion, de rétraction, il est censé nous donner une indication sur l'état de santé de la personne et sur des éventuelles dysfonctions qu'il peut y avoir. Et en fait, on avait un prof qui était assez critique vis-à-vis de ça, parce qu'on a quand même pas mal de données scientifiques qui nous donnent des raisons d'être critiques. Et en fait, il nous avait fait faire le même exercice, mais sur des ballons de baudruche, où en fait, on se posait et on se mettait dans le même état d'esprit, et au bout d'un moment, on sent un truc dans le ballon de baudruche, et là, on se dit, OK, donc en fait, ce que je ressens, c'est peut-être pas le ballon, c'est peut-être moi qui l'induis. Et ça, en fait, c'est un truc qui a été... qui est compliqué, parce que quand tu perçois quelque chose, tu as tendance à y faire confiance en fait. Tu te dis, si je le sens ou si je le vois, c'est que c'est vrai en fait. Et en fait, il faut prendre vachement de recul vis-à-vis de ça, parce que des fois, notre cerveau nous joue des tours. Il y a des manières dont tu utilises cet effet, parce qu'en fait, on a parlé 2 fois d'un mécanisme similaire, c'est-à-dire tes perceptions, elles sont pas aussi stables. Tu penses que tu ressens une douleur, mais en fait, sur la manière dont tu interprètes la douleur, ton cerveau va la traiter différemment. Et de la manière, tu penses que tu sens un truc avec tes mains et que ce truc-là, il est évident, mais en fait, peut-être que en fait, c'est une feedback loop entre ton cerveau et tes mains, ou un truc comme ça qui crée cette perception. Est-ce que toi, il y a des manières dans ta vie quotidienne, ou dans le sport, ou dans le business, etc., où tu utilises ce système de feedback loop en mode pour te créer une certaine perception, tu vois ? Est-ce que tu vois des mécanismes, une manière de l'utiliser en fait,
d'une manière positive? C'est une bonne question. Ouais, je pense qu'un truc que je fais, c'est que j'essaye de ne pas me baser sur une seule perception ou une seule analyse. C'est-à-dire que si j'ai une information, je vais toujours essayer de la confirmer ou de la tester un petit peu différemment. Je donne un exemple. J'ai mal en faisant un mouvement à la salle de sport. Plutôt que de me dire « Oh là là, ça y est, je me suis pété le dos je vais me dire « Ok, et si je bouge un petit peu différemment, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que si je change un tout petit truc, est-ce que ça change quelque chose ?» Et en fait, très souvent, ça change quelque chose. Et très souvent, on se rend compte que oui, ok, j'ai eu mal à un moment parce que c'est la vie, ça arrive. Et en fait, très souvent, c'était juste une information qui est venue, qui m'a dit « Attention, il y a un truc un peu chelou. » Mais très souvent, on peut continuer à s'entraîner, par exemple. Donc voilà, je dirais ne pas se baser sur une seule information et retester des trucs un petit peu différemment pour voir si ça change quelque chose. D'un certain point de vue, ce dont tu es en train de nous parler, ça fait un bon business en ligne parce que il y a la douleur, donc littéralement la formule du problème dur. Est-ce que oui, il s'en est souvenu. Bravo Paul. Ah, voilà. Douloureux, urgent, reconnu. C'est ça? Ouais, voilà, putain, après 26 épisodes, c'est bon, Paul, il a catché le slogan de Marketing Mania. Donc, littéralement, tu as douloureux. Bon, effectivement, là, tu parles à quelque chose de direct. Le problème, c'est tu nous parles beaucoup de trucs qui sont physiques, mettre les mains sur les gens, etc. Quand tu t'es intéressé au business en ligne, comment tu as réfléchi au fait de transmettre ce que tu fais, mais sans avoir le contact direct physique? Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Forcément, je peux difficilement faire des consultations à distance. En tout cas, de la thérapie manuelle à distance, on n'a pas inventé encore les outils pour le faire. Mais du coup, là, actuellement, une solution que j'ai trouvée, c'est que je ne propose pas mes services en ligne directement à des patients. En fait, je propose mes services à d'autres professionnels qui ont déjà des compétences manuelles et j'essaie de leur apporter des connaissances en plus pour pouvoir mieux prendre en charge leurs propres patients. Ce qui fait que les compétences, c'est eux qui les ont et c'est eux qui les utiliseront, les compétences manuelles. Et moi, j'apporte juste là-dessus des informations ou de la compétence plus conversationnelle, de communication, de réflexion, etc. Pour mieux prendre en charge leurs patients. Moi, j'ai suivi un kiné en ligne. J'ai eu un kiné en ligne et en fait, c'était l'air très con ce qu'ils te demandent de faire. C'est t'es littéralement avec la webcam et ils te demandent de faire des trucs bizarres. Tu vois, genre t'allonger et mettre les bras comme ça pour voir l'extension. Et tu vas dans tous les sens pendant 30 minutes. Et après, il est censé te dire, bon, bah, effectivement. Et par contre, ce qui est assez efficace, c'est qu'en fait, il peut prendre littéralement des screenshots où il compare, bah, montre-moi à droite, à gauche. Et il peut voir est-ce qu'il y a un écart entre la droite et la gauche. Tu vois, tu prends une photo à ce moment-là. Donc, ça peut se faire. Après, encore une fois, ça dépend de ce que tu recherches. Effectivement, les gens, il y a un gros effet sur le fait que quelqu'un fasse quelque chose sur eux, tu vois. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Forcément, en ligne, tu l'as pas. Mais je pense que potentiellement, ça peut quand même grossir. Même pour les ostéos, des kinés, de le faire en ligne. Bah, ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup de kinés qui le font maintenant, des accompagnements à distance. Et c'est peut-être plus facile pour un kiné parce que de base, les kinés sont peut-être mieux armés que les ostéos pour proposer des exercices, par exemple. Alors qu'en ostéo, notre outil principal, ça reste la thérapie manuelle. Et comme je dis, ça, c'est pas faisable à distance. Mais les exercices ou les explications, l'éducation aux patients, ça peut se faire à distance. Donc pour l'instant, je vois beaucoup de kinés qui le font. Pas beaucoup d'ostéos. On a un truc en commun tous les trois. C'est qu'on est des powerlifters de très haut niveau. Donc je me suis dit que ce serait le moment parfait d'en parler. Donc est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu as un peu tracé ton parcours de powerlifting sur YouTube, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, Pierre-Élie, de ton parcours, de tes apprentissages, de tes perfs aussi? Il faut absolument partager les perfs. Ah oui, bon, il y a eu Mehdi avant, qui était quand même un niveau un peu... Ça va être dur à abattre, mais... Ouais, tout à fait. Ouais, mais faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer au soi d'il y a un an. C'est comme ça que je vois les choses. Ça te fait rire, t'es pas d'accord? Si, mais moi je dis tous les trucs, je suis un peu nul, je me dis ça, exactement. C'est aussi, faut pas se comparer aux autres. La comparaison, c'est mauvais. Tous les trucs où t'es fort, t'es en mode, ouais, je suis meilleur. Ils sont tous nuls. Tu vois, c'est ça le mindset positif. Je suis tout à fait à l'aise avec l'idée d'être un powerlifter moyen, ça me va très bien. Okay. Ça me pose pas de problème. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé par hasard, je dirais, parce que à 30 ans, j'étais relativement en surpoids, marié, je venais d'avoir un enfant, donc j'avais fait une grossesse nerveuse en même temps que ma femme, donc j'avais pris 10 kilos, sauf que moi à la fin j'ai pas accouché, donc j'avais encore mes 10 kilos, et je me suis mis à la salle vraiment dans une optique de me remettre en forme, perdre du poids, et au bout de 1 an, 2 ans, il y a eu le Covid déjà au bout d'1 an, donc salle de sport fermée, etc. J'ai commencé à m'entraîner chez moi un petit peu, et en fait, je crois que c'était avant le Covid, j'avais essayé une fois de faire des squats.
à la salle, mais sur les Smith Machines, donc c'est les barres guidées, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est là, en gros c'est une barre, mais il y a 2 barres verticales des côtés, et en fait ça coulisse. Parce qu'il n'y avait que ça dans la salle où j'étais. Et j'avais envoyé la photo à un copain, et j'avais dit, oh là, j'ai fait tant de kilos, je ne sais plus combien c'était à l'époque, 70 kilos, donc à peu près mon poids de corps, à peu près. Et il m'a dit, vas-y, mets plus lourd. Donc j'avais mis plus lourd. Et j'avais essayé et j'avais réussi. Il m'a dit, allez, mets plus lourd. Donc le mec, il m'a chauffé, quoi. Il m'a dit, allez, mets plus lourd. Jusqu'à ce que j'ai réussi à faire une répétition à 100 kilos. Donc j'avais l'impression de soulever une montagne. C'était incroyable. Et je me suis dit, ah, c'est plutôt pas mal. Et en fait, du coup, le pote en question, il faisait de la force athlétique. Et en fait, il m'a prêté carrément du matos parce qu'il avait des barres d'haltéro en rab. Donc il m'a prêté une barre d'haltéro. Il m'a prêté 300 kilos de fonte. Et je me suis acheté un banc et un rack à squat. Et j'ai commencé à m'entraîner chez moi. Et donc j'ai fait 1 an chez moi dans mon garage en utilisant des programmes trouvés sur internet. Et j'ai trouvé ça plutôt cool en fait. Je trouvais ça plutôt cool parce que en fait ça va bien avec une philosophie qu'on essaie de transmettre un petit peu aujourd'hui dans la prise en charge des douleurs, c'est que on essaie de faire comprendre aux gens qu'en fait leur corps il est balèze en fait, leur corps il est solide et qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils pensent spontanément. Et c'est que c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. J'avais pas spécialement de douleur, mais le fait de me dire ah bah tiens en fait j'arrive à soulever cette barre qui fait 100 kilos ou 120 ou 150 kilos, c'était plutôt grisant je trouve. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. La suite, je vous la raconte après. Je suis curieux de savoir comment ça se passe pour Stan qui a commencé il n'y a pas très longtemps, il me semble. Moi, j'ai commencé il y a genre 3-4 mois, donc c'est parfait. Écoute, aucune blessure, aucune douleur. C'est facile. Et tu progresses tout le temps avec le programme de Mehdi. Honnêtement, son truc, d'un point de vue psychologique, est vraiment bien foutu. En fait, il te montre une petite courbe qui progresse, tu vois. C'est ce qu'on a tous envie d'avoir. Et en plus, elle progresse de manière vraiment linéaire, tu vois. Il n'y a pas trop de chute et tout. Mais moi, je suis vraiment pour le coup débutant, quoi. Quand tu regardes sur internet, les mecs qui te disent t'es débutant pendant 2 ans. Je suis en mode bon, ok, je suis méga débutant, tu vois. Je suis un bébé. Mais c'est marrant. En fait, pour moi, le hack, c'était assimiler un truc à toi, c'est-à-dire de l'avoir chez moi, parce que moi, pour me sortir de chez moi, c'est un miracle, tu vois. Donc l'idée de le faire 3 fois par semaine pour aller faire du sport, j'ai pas le temps en fait de faire l'aller-retour et tout. Donc, en fait, je me suis dit bon, si je veux le faire, je vais tout acheter, je vais tout mettre chez moi dès le début. Je suis le débutant qui a acheté tout avant d'avoir commencé, mais du coup, tu vois, ça me permet d'être régulier et c'est cool. En plus, moi, je le fais tu vois, c'est assez zen parce que quand tu vas en salle de sport, c'est chiant, il y a toujours une grosse musique et tout. T'as l'impression de t'exploser le crâne, ou alors il faut que tu mettes ta propre musique, mais encore plus fort que leur musique. Tu le fais chez toi. Moi, je le fais sans écouteurs. Tu vois, je suis dans la nature et tout. Et ouais, je prends mon temps. C'est mon expérience. Et du coup, j'y prends pas mal de plaisir. Même si c'est très chiant, en fait, c'est méditatif pour moi, tu vois, pendant 1 heure. Ouais, tout à fait. Si tu fais de l'ASMR avec les bruits de fonte, c'est ça? Le bruit des cloum cloum quand tu mets les... Ouais, c'est ça. Et puis après, tu écoutes les oeufs, tu regardes, tu fais OK, faut que je me repose pendant 3 minutes. Voici un arbre. C'est ça, il y a des longues pauses et pas beaucoup d'efforts, tu vois. Ouais. Il y a des longues pauses. Le truc de Mehdi, c'est tu fais 5 reps, ça te prend 30 secondes max. Et après, si c'est lourd, tu fais 3 minutes de repos, quoi. Donc en fait, tu passes beaucoup de temps à regarder autour de toi, à réfléchir à ta journée et tout. Donc voilà, c'est mon expérience pour le moment. C'est assez zen, mais c'est un peu comme la course en fait. La course, facilement tu pourrais te faire chier, mais en fait non, parce que t'as juste assez de trucs à faire pour que ça t'occupe, mais en même temps ça remplit pas ton cerveau voilà. T'as pas trop à te poser de questions, t'as personne à qui parler, etc. Ça te laisse réfléchir, quoi. Puis c'est pas compliqué, il y a que 3 mouvements à faire, donc exactement. C'est pas compliqué. Et c'est des chiffres aussi, ouais, je suis d'accord. Et tu continues toujours Pierre-Élie ou t'as un peu... Parce que moi à un moment j'ai senti que ça tenait un peu un plateau et ça m'a un peu fait chier. Et j'ai arrêté, quoi. Est-ce que tu as atteint ce plateau? Paul, t'as un plateau au bout de combien de temps? 9 mois, je dirais. 9 mois, ok. Mais moi, par contre, j'ai pas fait le truc 2.5 par 2.5. Moi, j'ai fait le plus lourd que je pouvais. Puis après, le plus lourd que je pouvais. 10 par 10. Et en fait, et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de presser, c'est que je faisais plus que des PR à chaque fois, tu vois. Je faisais juste du x1. En fait, ça me faisait chier autrement de les faire les 5. Et donc, tu faisais une rep une fois, et après, tu fais, bon, bah, c'est fini. Non, allez, l'exercice suivant. C'était un peu ça. Non, c'était par 3 fois une rep, tu vois. Mais c'était un peu ça. En fait, moi, je savais pas la dopamine de faire un nouveau truc. Mais sauf qu'après, tu prends 3 semaines de pause. Et une fois que tu as pris 3 semaines de pause, c'est fini, tu peux refaire une PR après. Et donc, tu es démotivé, donc tu ne serais pas. Et après, il y a d'autres priorités autres. Donc, j'ai mis en pause pour l'instant. Mais je pense que j'y reviendrai un moment. Et toi, Pierre-Élie, t'es toujours à fond ou j'ai repris parce que pendant 1 an, j'ai fait que ça. Au bout d'un moment, même si effectivement c'est sympa de s'entraîner chez soi parce que c'est pratique, j'étais dans une phase où j'avais besoin de revoir des gens. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais aller m'inscrire en salle de sport.
Et là, j'ai recommencé un programme un peu mixte, muscu et force. Donc, c'est-à-dire que je commençais mes séances par un exercice de force, donc ou bien squat, ou bien soulevé de terre, ou bien développé couché. Et après, je faisais des exercices de muscu un peu plus classiques, et j'ai fait ça pendant 1 an. Et avec un objectif qui était beaucoup plus orienté sur la prise de muscle, ce qui aide quand même après quand on veut devenir plus fort. Et j'ai fait ça pendant 1 an et j'ai arrêté là parce qu'en fait je devenais fou et je me rends compte que je préfère largement la logique de la force parce que tu parlais de chiffres et effectivement les chiffres ils mentent pas quoi. C'est-à-dire que tu vois que tu as progressé de 2,5, tu sais que tu as progressé de 2,5 alors que d'un point de vue pas dans le miroir à dire est-ce que mon biceps a augmenté, c'est ça? Mais c'est ça. Mais en fait j'ai fait ça pendant 1 an et j'ai commencé à devenir dingue en fait parce que je me regardais, je fais putain à force en fait j'ai commencé à être matrixé par ce qu'on voit sur les réseaux entre les mecs qui ont une génétique de fou ou qui sont dopés et donc je suis tout le temps en train de me comparer à me dire putain mais en fait je suis maigre et je suis gras alors qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent putain t'as pris quand même. Moi je fais bof je sais pas trop. Là j'ai recroisé un patient à la salle de sport hier, il m'a dit oh la vache, vous avez vachement pris du muscle. Je fais je sais pas. Voilà, donc du coup je me suis dit il faut que j'arrête orienter muscle, ça me rend dingue. Donc vraiment je me suis réorienté sur la force et j'ai recommencé il y a 1 mois là, j'ai refait un cycle d'1 mois et j'ai rebattu mes records cette semaine. Donc j'ai testé mes nouveaux max cette semaine, donc je vais pouvoir vous dire mes chiffres qui sont tout frais, j'en suis tout content. Vas-y. Alors là, j'ai fait 142,5 au squat, ce qui est très moyen pour quelqu'un qui en fait depuis 2 ans, mais sachant que je pèse 74 kilos, il faut préciser. Donc 142,5 au squat, j'ai fait 190 au soulevé de terre et 122,5 au développé couché. Voilà. Ok, ce qui est encore... C'est plus que moi. Si tu veux te comparer, voilà, je te le dis. Cool. Surtout, en fait, c'est... Ce qui est toujours intéressant sur le truc, c'est en fait, c'est top 1% de la population, en fait. C'est que forcément, si tu prends parmi les pratiquants, mais en fait, dès que tu prends un peu la population plus large, même disons, les hommes entre 18 et 40 ans, ça reste probablement un top 1% des hommes entre 18 et 40 ans. Donc c'est vrai que c'est facile de perdre la perspective en termes de... Quand tu vois sur YouTube des mecs qui font des... développer couché à 130 kg, ils les font tranquillement. C'est vraiment l'exception, quoi. Il y a un mec avec qui je discute là qui a un niveau européen, donc c'est même pas un champion du monde, mais voilà, il a un niveau de compète européen. Le mec, il fait le même développé couché que moi, sauf qu'il pèse 59 kilos, quoi. Donc quand on voit ça, on se dit ouais, en fait, je suis un peu nul. Bah non, le mec, il a un niveau européen. Et The Panache, lui, The Panache, deadlift à 300 kg, squat à 280 comme ça. Je sais même pas quand c'est possible de mettre la barre et pas se faire écraser. Enfin, justement, c'est un truc, un de mes dadas, c'est que bon, c'est sûr qu'il y a une énorme partie de la génétique qui joue quand même. Mais moi, ce que j'arrive jamais à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que génétiquement ils sont différents, toi. Est-ce que c'est dans le muscle, c'est nerveux, est-ce que c'est dans le... Toi, comment ça se fait que quelqu'un peut génétiquement soulever peut-être 2 fois plus qu'une personne moyenne pour le même poids, toi? J'arrive pas à comprendre c'est où exactement dans le corps que ça joue, quoi. Ça, je sais pas. J'en sais rien, mais je sais qu'il y a une part de génétique qui est énorme. J'ai revu passer une étude là hier qui a été testée chez des enfants où ils ont essayé de voir dans quelle mesure la génétique jouait sur les prédispositions aux performances physiques. Et effectivement, la génétique joue de 50 à 70% dans les performances potentielles. Par quel biais exactement, j'en sais rien. Cela dit, je pense qu'avant de commencer un sport, faut pas se poser cette question-là, quoi. Parce que déjà, tu sais jamais, est-ce que tu as une génétique qui va te prédisposer à, t'en sais rien, à moins d'essayer et de voir qu'en fait, tu es plutôt doué. Et surtout, même si la génétique, effectivement, est indispensable, il y a plein d'autres facteurs autour qui vont faire que tu vas pouvoir performer ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent avoir une génétique de dingue, mais s'ils commencent jamais le sport, ils le sauront pas. Ou alors, s'ils sont dans un contexte qui leur permet pas de s'entraîner comme ils veulent, genre, t'as beau avoir une super génétique, si t'es incapable de dormir correctement parce que tu bosses de nuit ou que t'as un enfant qui te réveille, ça vous parle peut-être, et en fait, ça sera compliqué de progresser. Donc, au final, je pense que la génétique, ça va être important si tu as pour objectif d'être champion du monde, mais objectivement, la majorité des gens n'ont pas cet objectif-là, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis la génétique... Pour 99% de la population, qu'est-ce que ça change de ne pas pouvoir soulever 30 kg de plus? C'est ça, tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est un facteur qui est non modifiable. Donc, à partir du moment où c'est non modifiable, à quoi ça sert de se poser la question? Tu l'as pas. Bah ouais, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Donc, un des raisonnements de Paul pour faire l'épisode, c'est de dire, ok, tout le monde a de la douleur, donc la douleur, ça va parler à tout le monde. Après 30 ans, t'es vieux, donc tu vas avoir de la douleur. Moi, j'ai passé 30 ans et j'ai jamais eu, tu vois, de blessures et tout. Pourtant, j'ai beaucoup couru et honnêtement, j'ai un peu couru n'importe comment, surtout quand j'étais un peu plus jeune. Mais enfin, encore aujourd'hui, en fait, je m'en fous, quoi. Je vais aller courir, je me pose jamais trop la question. Toi, est-ce que tu as eu des blessures? C'est un truc auquel tu penses beaucoup, la prévention, la blessure, la douleur, via ton travail, ou est-ce que
tu te dis que tu as encore un peu le temps de voir venir. Et aussi, pourquoi ce choix pour ta chaîne YouTube de spécialiser dans les douleurs? Parce que moi, je trouve justement que c'était une très bonne expertise dans le sens où c'est encore... Enfin, et encore une fois, c'est un truc douloureux pour les personnes où il y a une urgence par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir ça en particulier? Alors, je sais pas par quoi je commence. La question pourquoi j'ai fait ça déjà, c'était quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais pas d'objectif de monétiser ça ou de gagner de l'argent avec en fait. C'était plus que je voulais faire une chaîne de vulgarisation et en fait le thème que je maîtrisais c'était celui-ci de par mon métier et de par les formations que j'ai faites après mon diplôme d'ostéo. Parce qu'en gros j'ai fait un diplôme d'ostéo, après j'ai fait un diplôme universitaire sur la douleur et la raison pour laquelle j'ai fait ça c'est parce qu'en fait 99,9% des motifs de consultation en ostéo, c'est « j'ai mal ». Donc, je me suis dit, ça peut être bien quand même de pousser un petit peu plus ce sujet-là. Et donc, du coup, forcément, je me suis retrouvé avec un niveau de connaissance dans ce sujet-là qui est supérieur à la majorité de la population, forcément, mais même de beaucoup de mes confrères, parce que, avec ce que j'avais appris dans le diplôme universitaire, et en gros, chaque année, je me forme auprès de mecs qui font des recherches, etc. Donc, je comprends le truc pas trop mal. Donc je me suis dit, s'il y a un sujet dont je peux parler avec relativement un peu de confiance, c'est celui-ci. Donc je me suis dit, allons-y, quoi. Je vais faire de la vulgarisation là-dessus. Et en fait, l'idée de monétiser le truc et de gagner ma vie avec n'est venue que beaucoup plus tard, quand je suis tombé sur la chaîne d'un gars qui parlait de Lego, je crois, une vidéo sur Lego. Oui, c'est de toi dont je parle, Stan. Okay. Ouais. Et donc c'est moi qui t'ai parlé de business en ligne pour la première fois. Ouais, en fait, moi, à la base, le marketing, c'est pas du tout mon truc. En fait, pour l'anecdote, avant de faire des études d'ostéo, j'étais allé en prépa commerce et je suis parti au bout de 6 semaines en me disant c'est mort, je bosserai pas là-dedans, je déteste en fait. Donc je me suis dit jamais de la vie je bosserai dans le commerce, vendre, tout ça, enfin bref, c'est vraiment pas mon truc. Donc en fait, spontanément, jamais de la vie j'aurais regardé des trucs sur le marketing, quoi. Bam, je l'ai eu avec la vidéo Lego, bam. Tu vois, il s'est dit c'est le jouet, c'est mon enfance et tout. Et le mec il fait vas-y, il fait de la thune, regarde Lego, il gagne de l'argent et tout. C'est un cheval de Troie, quoi. C'est un cheval de Troie. En plus, c'est pire que ça. Initialement, je regardais Incréatif, la chaîne de Incréatif, qui de temps en temps faisait allusion à toi, un peu en se moquant de toi. Et du coup, je suis allé voir une de tes vidéos et j'ai fait mais c'est vachement bien ce qu'il fait, ce mec-là. Parce qu'effectivement, tu nous parles pas de marketing la plupart du temps, en fait. Enfin, tu nous parles d'autres trucs et c'est vachement intéressant. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit putain, c'est intéressant. Petit à petit, de fil en aiguille, je me suis abonné pour recevoir des mails et puis après, j'ai acheté le déclic et puis bientôt le trilliard, quoi. Donc voilà, c'est venu un peu au fur et à mesure. Et donc pour revenir à ta question, en gros, ta question c'était pourquoi je suis aussi incroyable, et pourquoi je me blesse jamais, et pourquoi je suis un être supérieur génétiquement, et que j'ai aucune blessure. Oui, c'est essentiellement. Merci d'avoir reformulé. Est-ce que Pierre-Élie, c'est un truc que tu penses vachement tous les jours, ou la prévention des blessures, ou est-ce que... Paul vraiment me l'a framé en mode vas-y, après 30 ans, mec, tout le monde va se blesser et tout, ça m'a fait peur. Donc je voulais que tu me rassures. C'est vrai, Paul, t'as dit ça? Moi j'ai un peu enchaîné en ce moment, donc je me dis je dois. Mais toi tu bourrines aussi, tu fais pas genre 4 heures de Muay Thai par jour? Non, quand même pas, mais je bourrine un peu, c'est un peu le problème. Ouais. Mais du coup, je suis là pour apprendre, c'est ça. Alors, en même temps, tu nous as dit juste avant que faire un programme progressif, tout ça, c'est pas ton truc, tu fais que des PR, et donc je comprends pas pourquoi tu te blesses vraiment, c'est un mystère. Je comprends toujours pas, c'est pour ça que t'es là. Moi non plus, c'est surprenant. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on se blesse plus après 30 ans ? Alors déjà, il faut voir de quoi on parle quand on parle de blessure, parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre avoir mal quelque part et se blesser. Je sais pas si vous faites une différence entre les deux. J'ai regardé ta vidéo, donc oui, mais du coup, c'est intéressant que tu expliques. Moi, en fait, à un moment donné, tu vois, j'avais mal et je me suis dit, tiens, un truc, je vais essayer de m'étirer par là, ça part. Et en fait, j'ai totalement ignoré le truc en me disant, je vais essayer de voir si je fais un étirement dans le sens inverse de l'endroit où ça fait mal. Et en fait, à mon avis, mon étirement ne faisait rien. Et je pense qu'il y avait juste un truc où le truc, il est parti tout seul, en fait, au bout de quelques semaines, tu vois. Donc, moi, j'ai jamais eu ce mindset de me dire, OK, c'est une blessure, c'est grave et tout. J'ai toujours eu le mindset de me dire, finalement, ça va probablement passer parce que jusqu'ici, ça a toujours passé, en fait. Il est possible qu'un jour, tu vois, ça me revienne sur la tête, ce truc-là, tu vois, que j'ignore un truc pendant trop longtemps. Mais jusqu'ici, ça m'a servi. C'est un peu le même truc sur les maladies, tu sais. Quand t'es malade, ta femme, elle te dit, oh là là, t'es malade et tout. Tu tousses, on va t'emmener chez le docteur. Mec, le docteur, il va dire, bonjour, monsieur, vous toussez. Reposez-vous et buvez de l'eau, tu vois. Enfin, merci. De quoi tu parles? Je vais attendre que ça passe tout seul. J'ai un peu le même mindset partout, tu vois. On va attendre ça. On va voir si ça passe. Le truc, c'est que dans les cas des douleurs, la plupart du temps, c'est un bon mindset, en fait, parce que la plupart des douleurs, elles finissent par passer seules, en fait. Après, ça veut pas dire qu'il faut... Tu as une manière de différencier les deux, du coup, le douleur et la blessure?
Ouais, en fait, le truc, c'est que je parle de ça parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite et que très souvent, beaucoup de sportifs, quand ils ont mal, ils se disent « je me suis blessé ». Le problème, c'est quand on regarde la définition de blessure dans le dictionnaire, blessure, ça sous-entend qu'il y a une lésion, qu'il y a quelque chose qui est abîmé. Et c'est l'un des points qui est vachement important, c'est que, en fait, douleur et blessure, douleur et lésion tissulaire, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et en fait, on ne va pas forcément aborder le truc de la même manière. Je m'entraîne et je me fais une rupture du biceps, c'est-à-dire que j'ai le tendon qui pète, oui, bah, c'est une blessure, on est d'accord. Je m'entraîne et j'ai un peu mal dans le bas du dos, bah, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de blessure, il y a une douleur, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est là. Et donc, par rapport à ta question, après 30 ans, machin, déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de douleur après 30 ans, ou alors, plutôt, ce que sous-entend cette idée-là, c'est qu'on se blesse plus après 30 ans. Souvent, ça sous-entend que plus on vieillit, pire ce sera. Et ça, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai parce qu'il y a des études qui ont été faites sur le mal de dos, en l'occurrence, où ils regardent quelle est la prévalence, ça s'appelle, c'est-à-dire quel est le pourcentage de la population qui a mal au dos à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas une courbe qui augmente au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de la vie où on est plus susceptible d'avoir mal, et après ça diminue. Et après, ça remonte, et après, ça rediminue. Et en fait, on se rend compte que c'est pas juste une question de « je suis plus vieux, donc j'ai plus mal ». Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, en fait. Et bah, typiquement, effectivement, vers 30 ans, c'est un premier pic, 30-35. Mon hypothèse, c'est que c'est peut-être une période où on peut avoir un peu moins de temps pour soi, pour faire du sport, parce que on bosse, parce qu'on peut avoir des responsabilités, parce qu'on peut avoir des enfants, parce qu'on peut être un peu stressé, parce que potentiellement on a des enfants et que ça peut nous réveiller ou ce genre de choses. Et tout ça, ça peut jouer sur la façon dont notre corps réagit et la façon dont les douleurs apparaissent. Mais clairement, quel que soit notre âge, il y a moyen d'améliorer les choses. Et ça, c'est un truc qui est important de comprendre, en fait. C'est que même à 40 ans, on peut améliorer les choses. Donc, par rapport à ta question, est-ce que le fait d'en avoir rien à foutre, entre guillemets, et de faire sa life, c'est plutôt une bonne stratégie ? La plupart du temps, c'est une bonne stratégie parce que je pense qu'être focalisé en permanence sur le fait qu'il faut que je prévienne mes blessures, c'est en permanence penser aux potentielles blessures. Il faut voir ce que tu fais, en fait, pour prévenir les blessures. Mais moi, j'ai une hypothèse de pourquoi toi, tu as eu relativement peu de douleur. J'ai une hypothèse. Dis-moi. Eh ben, c'est que, en général, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup dans les milieux des business en ligne, il y a beaucoup de gens qui sont quand même vachement intéressés par leur hygiène de vie en général. La qualité du sommeil, le fait de faire du sport, pas forcément pour faire de la perf, mais juste pour s'entretenir, pour se vider la tête, enfin bref, dans une optique de juste améliorer sa santé en fait. Et en fait, on se rend compte que les facteurs qui vont faire qu'on développe des douleurs, c'est à peu près les mêmes qui vont faire qu'on a une santé merdique en général. Donc c'est... En gros, si tu fais du sport, tu as moins de risques de te faire mal. Si tu vas progressivement et que tu ne fais pas que des PR à chaque fois. Si tu dors suffisamment, tu as moins de risques de te faire mal. Si tu arrives à manager ton stress, tu as moins de risques de te faire mal. Si tu as une alimentation relativement saine et équilibrée et que tu gardes un poids de forme, tu as relativement moins de risques de te faire mal. Donc, c'est des trucs assez bateaux, en fait. Mais à partir du moment où tu optimises tous ces trucs-là, de fait, tu as moins de risques de te faire mal. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé, tu vois, sur l'histoire de la douleur, c'est que quand tu cours pendant une longue distance, il y a un moment où tu auras un truc où tu te dis, mais c'est pas vrai, je viens de me péter la cheville ou quoi. Tout d'un coup, tu as ultra mal à la cheville ou à ton genou, à une hanche, etc. Et en fait, tu continues à courir et 5 minutes après, ça a totalement disparu et ça ne reviendra jamais, tu vois. C'est juste un truc qui est, à un moment donné, c'est apparu, tu dis, c'est bizarre, ça continue comme ça, je vais pas réussir à terminer. Et en fait, ça disparaît totalement. Et je pense que ça a influencé aussi, tu vois, ma mentalité, c'est de dire, on va voir si ça passe, que ça peut avoir l'air super intense et tu dis, oula, il y a un truc qui va pas, et en fait, ça passe. Ce qui m'a amené une fois, j'allais faire une randonnée et j'étais en scooter et j'ai eu un accident de scooter. Le scooter était totalement démonté et tout, mais je me suis dit, bon, c'est assez proche, je vais retourner faire la randonnée. Je suis monté en haut de la montagne et tout allait bien. Et en redescendant, ma cheville, je pouvais plus mettre un pied par terre et tout. En fait, j'étais totalement tordu le truc pendant la chute de scooter. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est rien, tu vois, je me suis tordu la cheville, chute de scooter, etc. C'est pas grave, ça va passer. Et en fait, au contraire, pendant 1 heure, ça m'a rien fait. Et sur la 2e heure, je pouvais plus redescendre. Et pour le coup, j'avais l'air un peu con. Mais même ce truc-là, tu vois, où c'était en mode, ah putain, je peux plus marcher et tout. En fait, littéralement, 3-4 jours après, ça avait totalement disparu. Ouais. Donc en fait, j'étais voir un docteur et tout, ils m'ont dit voilà, c'est pas vraiment une blessure, vas-y mets cette crème. Je suis sûr que la crème c'est pareil, elle sert à rien, c'est une crème pour te donner l'impression que tu fais un truc, c'est de la crème hydratante le truc. Mais peu importe, t'as vu le mec, il t'a dit bon vous allez pas perdre votre pied, faites ça, attendez, ça va passer. En fait t'es rassuré, tu rentres chez toi, t'attends que ça passe et puis ça passe et ça revient jamais. Enfin en tout cas moi jusqu'ici ça a été mon expérience. Ok, mais imaginons que t'es un débile qui essaie de faire le pire à chaque fois.
est-ce que donc t'es blessé, c'est acté, c'est fait, et on ne peut plus revenir en arrière maintenant. T'as été con. En fait, moi, ce que je faisais, ce qui était, je pense, le pire des choses, à ton avis, c'est que je faisais rien pendant une semaine. J'y touchais pas, par exemple, j'étais déjà coiffé de douleur, je faisais rien du tout. La douleur partait, je repartais comme avant. Je me faisais mal et je faisais ça un peu à l'infini. Et j'ai fini par consulter Skinner en ligne qui m'a donné le conseil un peu simple, c'est qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est que je fasse que des trucs qui font des douleurs de moins de 3/10, quoi. Donc, il faut pas éviter totalement de bouger ton bras et pas bouger pendant une semaine. Mais il faut juste... Et c'est une question aussi, de ce que je comprends, il y a une question d'irrigation aussi. En fait, s'assurer qu'il y a plus de sang qui passe et qui répare la lésion ou la déchirure dans ce cas-là. Et que finalement, c'était un conseil qui s'appliquait après pas mal de choses de blessures. T'évites d'aller au-delà de 3/10 pendant, je crois que c'était juste après et un jour après. Et tant que ça va pas au-delà de ce niveau de douleur, tu comptes le faire un maximum parce que c'est comme ça que tu vas aussi te soigner plus rapidement. Est-ce que ça va avec tes propres conseils? T'en penses quoi? Oui, alors après, c'est toujours important de comprendre déjà ce qui se passe exactement. C'est-à-dire que là, tu parles de déchirure. La question, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il y avait une déchirure, tu vois? Est-ce qu'il y avait eu oui, un mais c'était une déchirure partielle, etc. Ouais, ok. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'auto-diagnostiquer et se dire, oh bah tiens, je me suis peut-être fait ça, et des fois, c'est pas forcément ça. Mais il y a des fois où clairement, un repos complet est pertinent. Ça reste relativement exceptionnel, mais dans beaucoup de cas, la plupart des cas, continuer à solliciter la zone reste pertinent parce que ça permet effectivement de mieux récupérer. Et effectivement, ce que tu décrivais là, genre j'ai mal, je fais plus rien pendant une semaine et je reprends comme si de rien n'était à la même intensité qu'avant, c'est le truc un peu typique que font certains sportifs. Alors pas que des sportifs, mais on voit beaucoup ça chez les sportifs, où effectivement ils se disent ah bah tiens, vu que j'ai mal, je fais plus rien. Et puis après dans la vie de tous les jours ils ont plus mal, donc ils y retournent et ils refont fort et donc ça redéclenche la douleur. Ouais, bah en fait. Effectivement, des fois, il vaut mieux continuer à stimuler la zone, mais un peu différemment, un peu moins fort, dans des amplitudes un peu différentes ou avec des charges un peu différentes, et réaugmenter progressivement. C'est toujours pareil, en fait, le corps, il a besoin de progressivité, en fait, dans beaucoup de choses. Et quand on regarde dans les facteurs de risque de blessure, le principal, c'est l'évolution de la charge d'entraînement, donc le volume d'entraînement, c'est-à-dire en gros, si tu fais rien et que d'un coup tu fais beaucoup, tu as des risques de te blesser juste parce que ton corps il n'a pas eu le temps de s'adapter, ou alors si à l'inverse tu fais beaucoup et d'un coup tu fais vachement moins, c'est possible aussi que ton corps il se désadapte et que tu te fasses mal plus facilement. Donc ouais, le fait de passer par rien puis très fort, c'est pas optimal quoi, comme la progressivité vraiment comme principe central quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Et c'est basique, mais en fait, ça fonctionne plutôt bien dans la plupart des cas. Toute la difficulté, c'est de trouver comment appliquer cette progressivité, quoi. C'est-à-dire sur quel levier agir pour que tu sollicites la zone, mais un peu différemment et un peu moins fort. Tu as parlé tout à l'heure de la différence entre douleur et blessure. Tu peux avoir une douleur sans avoir de blessure. Est-ce qu'il y a un moyen de distinguer les deux? Si tu es une personne normale qui essaye de comprendre, ok, est-ce que ce truc-là que je ressens, je devrais m'inquiéter ou est-ce que ça va passer tout seul, tu vois? Comment tu distingues les deux? Alors, déjà, on peut avoir une blessure qui passe tout seul. La plupart des blessures cicatrisent. Ouais. Donc, même s'il y a une lésion tissulaire, dans la plupart des cas, le pronostic est plutôt bon. Mais les facteurs qui peuvent jouer, qui peuvent nous donner une indication, c'est par exemple, est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Si tu as mal après, genre, être tombé de scooter, on peut penser qu'il y a une blessure parce qu'il y a eu un traumatisme à vitesse, etc. S'il y a un gonflement de la zone, si la zone, elle gonfle, si elle devient bleue, il y a des chances pour qu'il y ait un hématome. Donc, il y a peut-être une petite blessure quelque part. S'il y a une déformation visible, si j'ai le bras qui est plié en deux dans le mauvais sens, on se doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est ce genre de choses-là, en fait. Pareil, la progressivité, ça ne s'applique pas vraiment tout ce qui est haut cassé, tout ça, on ne commande pas la progressivité. Là, dans ce cas-là, totalement arrêté, quoi. Oui, c'est ça. Pour le coup, typiquement sur l'os, ouais. De toute façon, si vous avez un os cassé, vous allez voir le médecin, on vous met un plâtre si c'est pertinent et des fois, le fait de ressolliciter la zone. Parce qu'on ne veut pas des plaintes de gens qui ils m'ont dit de ne pas arrêter. J'ai écouté le Trilliard. Ouais. C'est ça, j'avais une jambe cassée, j'ai continué à courir, ça a empiré, vraiment. C'est ça. Ouais, tout à fait. Allez consulter. Mais donc voilà, les facteurs, ça peut être ça. Les éléments, ça peut être ça. C'est traumatisme, gonflement, déformation. Éventuellement, si il y a des douleurs qui réveillent la nuit, ça peut faire penser qu'il y a une inflammation et donc peut-être qu'il y a un processus de cicatrisation qui est en cours. Là, dans ton cas, dans ton exemple du scooter où tu es tombé, là, tu disais que ça avait gonflé la cheville ou pas?
Ouais, mais en fait, à retardement, moi, je savais pas que ça pouvait. Tu vois, je me dis, bah, en gros, tu as un truc, tu dis, ah merde, est-ce que je suis mort? Tu t'es pas mort, tu te lèves, tout va bien, tu marches un peu, tout va bien, il y a aucun problème, tu pars, tu vois. De ma tête, je me dis, bon, bah, c'est fini, affaire fermée, tu vois. Je savais pas que ça pouvait revenir 1 heure après. Donc, ouais, ce qui va, c'est que. Mais vraiment, j'ai eu le temps de monter tout en haut de la montagne, donc, tu vois, ça a pris une bonne heure. Et à la redescente, ça commençait à faire un peu mal, mais je me suis dit, bon, bah, ok, c'est normal, ça fait un peu mal et tout. Et petit à petit, j'arrivais plus à mettre le pied par terre. Et effectivement, quand je suis rentré chez moi, après, tu vois, je suis rentré dans la voiture et tout. Et en sortant de la voiture, je me suis dit, ah merde, je suis sur une jambe. Et effectivement, là, le pied s'est mis à gonfler, tu vois. Mais ça a pris du temps, en fait. Et comme moi, j'étais au pied de la montagne, bah, je suis parti tout de suite, tu vois. Si j'avais attendu 2 heures, je l'aurais vu. Donc, il y avait un gonflement. En fait, le pied avait été un peu tordu quand il avait, je sais pas comment expliquer, mais la jambe avait un peu roulé, il s'était tordu un peu bizarrement. Mais sur le coup, ça avait pas fait plus mal que ça. Et après, du coup, il y a eu un gonflement et clairement, il y avait quelque chose. Mais, je sais pas, le mec qui m'a palpé le pied, je sais pas comment il a fait, mais il m'a dit, voilà, il n'y a pas de. Votre cheville est pas cassée, donc faut attendre, quoi. Ouais. Bah, tu vois, là, c'est un exemple parfait. Dans ce cas-là, le gonflement était un bon exemple, probablement. Ouais. C'est ça, c'est un bon exemple. Il y a probablement eu une petite lésion, alors peut-être une entorse ou un truc dans ce style-là. Ouais, et ça montre que sur le moment, enfin, l'entorse, elle s'est faite quand t'es tombé. Elle s'est pas faite 1 heure après. Donc ça montre que à ce moment-là, tu t'es probablement un peu étiré certains ligaments et ça t'a pas fait mal. Peut-être parce que l'adrénaline du moment et justement, tu te dis ouf, je suis pas mort. Et à ce moment-là, quand tu te dis l'essentiel, c'est que je suis pas mort. Donc en comparaison, une entorse de cheville, ça semble pas très important. Donc ça peut expliquer que la douleur soit pas apparue à ce moment-là. Par contre, ensuite, le processus se met en place, etc. Et effectivement, dans un cas comme ça, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture. Et à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas de fracture, on sait que tu peux continuer à marcher dessus et ça va passer, quoi. Mais s'il y a une fracture, je n'aurais pas continué à marcher, quoi. Je me serais aperçu directement, non? Ça dépend. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu en consultation pensant avoir une entorse et qui avait une fracture d'un os du pied. Voilà, donc ça arrive. La dame était venue en marchant. Elle dit, j'ai une petite entorse. Non, vous n'avez pas une petite entorse. Donc ça arrive des fois. Et question qui me vient, est-ce que tu penses qu'il y a aussi des différences génétiques entre les personnes par rapport au ressenti de la douleur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sentent la douleur plus, ou est-ce que c'est juste chacun fait un peu semblant suivant... Est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est ce qu'on montre? Alors, il y a probablement une influence de la génétique. Hein. On sait qu'il y a des influences de la génétique, il y a des influences culturelles. Le sexe et le genre ont une influence, la compréhension qu'on a de la douleur ont une influence, et tout ça, ça va avoir une influence à la fois sur le ressenti de la douleur, mais aussi sur la façon dont on va l'exprimer. Clairement, c'est pas que de la mécanique, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas... La douleur ressentie n'est pas proportionnelle aux dégâts que tu vas avoir. Et ça, c'est un truc qui est vachement important, c'est que tu peux avoir une entorse de cheville et ne pas avoir mal du tout, tu peux avoir une entorse de cheville et être à l'agonie, quoi. Ou tu peux même être à l'agonie alors que tu n'as aucune blessure du tout. Et ça, il y a des expériences qui sont assez bluffantes. Je pense notamment à un truc, il y avait une étude qui avait été faite comme ça, et ils l'ont reproduite dans une vidéo de Veritasium, je crois, la chaîne américaine, je crois que c'est Veritasium. Ils avaient fait une vidéo où ils parlaient du toucher en général, et en fait, ils ont fait une partie sur la douleur. Et en fait, ils ont reproduit une expérience où c'était des personnes qui étaient volontaires pour participer à l'expérience, donc un peu bizarre, mais de participer à une expérience où on est susceptible de leur faire mal, mais il y en a. Et en fait, c'était un truc où ils avaient créé une fausse machine avec un compresseur qui faisait du bruit, genre le truc ça faisait brrrr, et en fait ça mettait un laser sur le bras de la personne. C'est un laser qui chauffait pas, hein, donc c'était juste un truc visuel. Et en fait, ils ont expliqué aux gens, voilà, c'est une nouvelle machine qu'on a inventée, c'est pour mesurer la densité osseuse, etc. Et donc, ils avaient fait ça dans un environnement super, très médicalisé, quoi, avec des blues, des charlottes, machin, ça faisait très, très sérieux, très aseptisé. Et donc, ils expliquent à la dame, bon voilà, on va vous faire ce truc-là, et en gros, ça va faire mal. Et il faut que vous nous disiez, si c'est plus gérable, on arrête le truc, quoi. Et vous nous décrivez au fur et à mesure ce que vous ressentez. Et en fait, ils allument la machine, qui, je rappelle, ne fait rien. En fait, elle fait juste du bruit et de la lumière. Et en fait, on voit la nana qui est là et qui commence à décrire, ah bah tiens, je sens que ça chauffe, je sens que ça picote. Et au bout d'un moment, on voit que ça commence à devenir très compliqué. Donc, ils arrêtent. Et puis après, ils lui disent, bon, voilà, très bien. Là, on était au niveau 1 sur 5. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye le niveau 2 ? Et donc, elle réfléchit, elle dit, bon, elle est d'accord. Et ils mettent le niveau 2 et au bout de 30 secondes, elle dit, ah non, j'en peux plus, on arrête. Et en fait, la machine ne faisait rien. Et c'était juste le contexte qui avait créé une sorte de... En gros, l'idée, c'est qu'elle se disait que la zone avait besoin d'être protégée. Parce qu'en fait, la douleur, c'est ça. La douleur, c'est pas
un juste reflet de ce qui se passe dans notre corps. La douleur, c'est la façon dont notre corps considère qu'on a besoin de se protéger. Donc si on lui fait penser qu'il a besoin de se protéger, eh ben, on va avoir mal. C'est une alarme. Et ce qui est intéressant, c'est que la douleur, en fait, elle jaillit dans ton corps, elle est que dans ton cerveau, en fait. T'as pas de douleur au bras, en fait, c'est juste ton cerveau que t'as la douleur. En fait, t'as pas de... Ouais, ça envoie tout à fait. En fait, c'est... Oui, mais... Comment dire, ce qui se passe dans le corps a quand même son importance. Hein. C'est-à-dire que si je te coupe le bras, il y a des chances pour que tu aies mal quand même si je te le montre pas. Tu vois. Donc ce qui se passe dans le corps a quand même une importance. Mais oui, effectivement, l'expérience vécue, elle est générée au niveau du système nerveux central et elle est dépendante de plein de facteurs. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention aussi aux choses qu'on dit dans les blessures et éviter de faire croire aux gens que oulala, attention, si tu bouges comme ça, tu vas te blesser. Parce que si on leur dit attention, tu vas te blesser, et en fait, on a plus de risques qu'ils se fassent mal. Parce que justement, ils se disent oula, ce que j'ai fait, c'est dangereux. Du style, j'ai porté une charge, c'est très dangereux. T'as justement un truc sur porter avec le dos rond. Parle-moi un peu de ça. On dit toujours, ok, faut pas porter comme... J'avais compris, moi. On me dit, faut pas porter comme ci, comme ça, tu portes mal, tu soulèves mal. J'ai jamais compris comment il fallait bien porter. Le deadlift, c'est une technique très précise, ouais. Alors, il y a même dans la vie de tous les jours, tu dois porter une caisse de trucs. C'est ça. Et en fait, c'est ça où c'est plusieurs questions. En fait, il y a la question de la vie de tous les jours et il y a la question de à la salle où on va porter des charges très très lourdes. Et cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais faite du coup, qui a fait pas mal de vues par rapport à mon nombre d'abonnés sur YouTube et qui m'a valu d'être pris dans une shitstorm incroyable sur YouTube dans le monde du fitness. Contre qui Contre Frédéric Delavier, par exemple, auteur de livres de musculation, qui a fait des posts sur moi et tout, en me citant, en disant que j'étais un incompétent, etc. Et il a fini par me bloquer. Et d'autres youtubeurs muscu qui ont genre 200 000 abonnés qui m'ont mis dans leur viseur. Donc voilà, je me suis fait quelques ennemis avec ces vidéos-là. Donc en fait, initialement, quand j'ai fait cette vidéo, je voulais pas forcément parler spécifiquement de la salle de sport. Je voulais parler de ce qu'on a dans la vie de tous les jours, ce qui concerne en fait 99% de la population, parce que 99% de la population ne fait pas de soulevé de terre, voire même plus. Et en gros, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que justement, ces fameux conseils de faut porter en gardant le dos droit, c'est des trucs qui datent des années 70. Et en fait, à la base, c'était basé sur des études qui avaient été faites sur des... C'est des études de biomécanique qui avaient été faites sur des rachis d'animaux morts, où on s'était rendu compte que, effectivement, quand on comprimait la colonne avec de la flexion, en fait, on avait plus de risques de blesser les disques, de faire des hernies discales. Et en fait, ça a été extrapolé en disant, oulala, vous voyez, quand on se penche en avant, en fait, on augmente la pression sur les disques, donc si vous portez en vous penchant en avant, vous allez vous péter le dos. Et en fait, c'est de là que ça vient. Sauf qu'en fait, ce genre d'intervention où on va dire aux gens, faut porter avec le dos droit, ça a été beaucoup testé en entreprise, notamment, on n'arrête pas de répéter, faut plier les genoux, faut plier les genoux. En fait, ce genre d'intervention, ça marche pas pour réduire les risques de lombalgie. C'est-à-dire que ça, on en est sûr. Dire aux gens, plie les genoux, garde le dos droit, ça ne fonctionne pas. Les gens n'ont pas moins mal au dos en faisant comme ça. Est-ce que ça ne fonctionne pas parce que c'est pas important de porter avec le dos droit, ou est-ce que ça ne fonctionne pas parce que dire aux gens de le faire ne suffit pas à leur faire le bon mouvement ? C'est une bonne question. Et une des hypothèses, c'est ça, c'est que en fait, la plupart des gens ne suivent pas le conseil. Et la plupart des gens ne suivent pas le conseil pour plusieurs raisons. C'est que, en fait, déjà, porter en pliant les genoux, c'est plus fatigant, en fait. Souvent, c'est plus fatigant, surtout si tu dois le faire, si tu dois le faire 150 fois dans la journée dans ton boulot, en fait, intuitivement, tu vas plutôt avoir tendance à te pencher en avant. Et l'autre raison aussi pour laquelle les gens le font aussi, c'est que t'es plus fort en te penchant en avant. Ça a été testé, on est plus fort avec la colonne penchée en avant qu'en ayant le dos parfaitement droit. Ce qui explique aussi, quand on regarde les performances justement, les hyper-performances en soulevé de terre, etc., on se rend compte que les gens ont souvent le buste plus penché en avant, que ce soit sur le squat ou sur le soulevé de terre, les gens ont le buste plus penché en avant quand ils font des grosses perfs. Donc dans la vie de tous les jours, effectivement, les gens ne le font pas. Alors on peut se dire, c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas moins mal, mais on a des données qui montrent que paradoxalement, les gens qui ont bossé dans des métiers physiques où ils faisaient de la manutention, etc., pendant des années, et qui n'ont pas eu de douleur, c'était en général ceux qui avaient tendance à porter en se penchant en avant. Et à l'inverse, les gens qui ont mal au dos sont ceux qui ont tendance à se tenir plutôt droit. Alors, ça ne veut pas dire que se tenir droit va provoquer des douleurs, mais ça veut dire que on se rend compte que c'est une stratégie qui est adoptée par des gens qui ont mal et qui souvent ont du mal à faire passer leur douleur. Et très souvent, le fait de leur apprendre à se relâcher, à se repencher en avant, ça va être plus efficace, quoi. Et c'est beaucoup de choses qui sont avancées aujourd'hui par pas mal de kinés ou des gens qui sont spécialisés dans la douleur au niveau international. C'est que dans la plupart des cas, dans la vie de tous les jours, tu portes comme tu as envie, en fait. Si tu es habitué de pencher en avant et que tu es OK comme ça, il n'y a pas de problème. C'est toujours, on en revient à la question de progressivité. Et c'est sûr que si
Moi, je vois souvent des patients qui viennent en me disant « Oh là là, j'ai mal au dos, mais je suis sûr, c'est parce que j'ai porté en penchant en avant. » Ok. Et en fait, quand on creuse, c'est juste qu'ils ont fait un déménagement et juste ils sont sédentaires et que du jour au lendemain, tu te mets à porter plein de trucs. Peu importe la façon dont tu portes, en fait, il y a des chances que tu aies mal. Pas parce que tu as mal porté, juste parce qu'en fait, tu n'as rien fait pendant des années et d'un coup, tu as vidé une maison, quoi. Donc, c'est logique que tu aies mal, en fait. Et c'est pas grave, la plupart du temps, ça va passer. Mais c'est pas une question de position, la plupart du temps. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et au travail aussi, c'est à peu près la même chose, globalement. C'est vrai que moi, l'objection que j'aurais eue quand on me dit ça, en fait, c'est quand même bizarre que la manière naturelle de faire pour le corps humain, ce soit pas la bonne, ce soit la mauvaise manière. Je suis d'accord. Et qu'il a fallu qu'on découvre qu'il y avait une autre manière de faire. Tu vois, c'est comme si on disait, ok, la bonne manière de marcher, c'est genre en mettant tes bras comme ça, tu dis, bah c'est quand même chelou que, comme par hasard, la bonne manière de marcher n'ait rien à voir avec ce que tu fais naturellement, tu vois. Exactement. Ça a toujours été ce qui me perturbait un peu. Est-ce que c'est pas parce qu'on a juste moins de mobilité qu'avant, et aussi en fait, avant tu pouvais facilement te baisser, maintenant tu as plus de mal de façon générale. Et aussi, je pense qu'il y a un aspect plus esthétique au fait de ne pas avoir le dos rond. Donc on dit que c'est mauvais d'avoir le dos rond juste parce que esthétiquement, c'est pas agréable à voir. C'est pas à quel point ça peut rentrer aussi. Sauf que l'esthétique, elle est vachement influencée par un aspect culturel, en fait. Ce qui, aujourd'hui, nous semble esthétique, l'était pas il y a 500 ans, quoi. Donc ça, il faut prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cet aspect esthétique. Mais comme tu dis, la façon naturelle de faire, en fait, ça serait surprenant qu'elle soit mauvaise en soi. Et en fait, ça a un nom, en fait. C'est que pendant des années, on a eu tendance à pathologiser des mouvements, des patterns de mouvements qui sont juste normaux. Et tu donnes l'exemple de la marche, mais en fait, ça en est presque une blague en fait maintenant dans les milieux des kinés, c'est qu'il y a des mecs qui vont t'expliquer « Ouh là là, t'as mal parce que tu marches pas comme il faut, ou tu respires pas comme il faut. » Et donc en fait, on est en train d'expliquer aux gens qui font tout faux que en fait, oh putain, tu vas t'auto-détruire juste en vivant normalement. Donc du coup, ça fait que les gens ils commencent à flipper en se disant « Oh putain, en fait, depuis le début, je fais tout faux et mon corps va imploser. » Alors qu'en fait, souvent, non. T'as plein de façons de marcher, t'as plein de façons de respirer, t'as plein de façons de porter, et la plupart du temps, c'est pas un problème, en fait. La question, c'est juste pourquoi, à ce moment-là, ton corps il est devenu un peu plus sensible, pourquoi il a réagi un petit peu plus. Et oui, des fois, la technique peut jouer, mais pas parce que la technique est mauvaise, mais ça peut être parce que la technique est un peu inhabituelle par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, ou juste l'effort est inhabituel par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, on est vraiment en train de se dire, il n'y a pas vraiment de mauvais mouvements en soi. Tout est une question de temps et d'adaptation, en fait. Et donc, tu voulais séparer la vie personnelle, la vie du quotidien, de la salle de sport, ou si tu fais un deadlift, là, pour le coup, tu vas faire quelque chose qui est proche du maximum de tes capacités. Est-ce que là, du coup, ça commence à faire une différence, que la technique est plus spécifique, ou est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre ? La grosse différence, c'est qu'on a moins d'études en fait sur les charges très très lourdes, parce que autant c'est facile de voir ce qui se passe dans une entreprise où les gens y portent, autant demander à des gens d'aller porter des charges de 300 kilos, on en trouve moins et c'est difficile d'avoir des conclusions définitives. Et c'est là-dessus, en fait, beaucoup qu'il y a eu la fameuse shitstorm, parce qu'en gros, il y a un peu on va dire l'ancienne école en muscu qui va dire il faut garder le dos droit parce que sinon tu vas te blesser. Sauf qu'en fait, quand on regarde les données dont on dispose aujourd'hui, on ne peut pas affirmer ça. On ne peut pas affirmer qu'on a moins de risques de se blesser en gardant le dos droit plutôt qu'en gardant le dos rond, même sur des exercices comme le squat ou le soulevé de terre. Donc les gens vont dire oui, mais par précaution. Ouais, en fait, ça se trouve, en fait, en disant aux gens garde le dos droit, on crée des blessures aussi. En fait, c'est aussi une possibilité. Et en fait, il y a un article qui a été publié 2021, 2022, je sais plus, dans une revue scientifique qui parle de prépa physique et qui traite spécifiquement de ce sujet-là. C'est en gros, est-ce que le fait d'arrondir le dos, ou plutôt, on devrait parler de flexion au niveau des lombaires, parce que arrondir, c'est toujours une question. Vu que le bas du dos naturellement est cambré, en fait, quand tu essaies d'aller au maximum en flexion, ton dos peut paraître relativement droit, mais en fait, tu as beaucoup de flexion. Donc la question, c'est est-ce que la flexion est un problème ? Et en fait, quand on regarde dans les données dont on dispose, c'est pas évident que ce soit un problème, et au contraire, ça peut même être un avantage, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est plus fort dans ces positions-là. Donc si l'objectif, c'est de maximiser les performances, il y a des chances pour qu'il faille s'habituer en fait, à ces positions. Alors oui, on pourra dire que la fin d'amplitude, ça n'a pas d'avantage en termes de perf, et peut-être qu'il y a un peu de risque en plus, et on n'est pas sûr. Mais on sait que mettre beaucoup de flexion sans être au max, on sait que ça a un avantage en termes de perf, et qu'il n'y a a priori pas plus de risque de blessure. Après, tout est une question, comme pour tout, de est-ce que tu es habitué à ça ? Et c'est là où en fait c'est compliqué, c'est qu'il y a des gens, ils ont appris pendant des années à garder le dos droit, et puis un jour, ils font un effort où ils sont un peu fatigués, parce que justement l'effort est intense, et du coup ils vont dans un degré de flexion un peu plus important que d'habitude, et ils se font mal. Et ils disent « Ah bah ouais, regarde, c'est bien la preuve que cette position elle est mauvaise. »
Ou en fait, en réalité, c'est juste la preuve que tu t'es jamais habitué à porter comme ça, en fait. Et en gros, là où ce que moi j'essaye de transmettre, et je suis pas le seul, c'est si tu veux éviter de te blesser, n'évite pas de faire des choses, prépare-toi à faire ces mouvements. Donc, introduis du mouvement où tu arrondis le dos, tu portes des charges lourdes en ayant le dos un peu arrondi. Et en fait, moi perso, par exemple, je suis plus à l'aise avec une flexion relativement importante au niveau du bas du dos. Je suis plus à l'aise, je me sens plus fort comme ça, donc je m'entraîne comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme ça. Ça veut juste dire que c'est une option. C'est une option, à condition qu'on laisse le temps au corps de s'y adapter. Et donc, si on regarde les gens qui sont les meilleurs au monde, qui font des records à ce niveau-là, quelle position ils utilisent? Tu disais du coup qu'ils sont plus courbés parce que c'est là où tu vas faire le maximum de perf. C'est ça? Ouais. Alors le truc, c'est qu'on se rend compte que quand on regarde, on est assez mauvais. C'est-à-dire qu'en se basant juste sur notre vision, on est assez mauvais pour déterminer à quel niveau il y a de la flexion, à quel point il y a de la flexion. Ça a été testé aussi. Les gens disent « Ah non, ça va, il n'y a pas trop de flexion ». Et quand on met des capteurs biomécaniques, on se rend compte qu'en fait, les mecs, ils sont à 90% de leur flexion max. Donc en fait, en pratique, les gens qui font du soulevé de terre relativement lourd et qui ont l'habitude de faire cet exercice, ils vont être entre 70 et 90% de leur flexion maximale au niveau lombaire. Okay. Donc ils en mettent beaucoup. Donc c'est une stratégie qui est normale en fait. Il y a quelques années, j'avais vu un produit qui était vendu probablement en dropshipping sur Facebook Ads, qui était un espèce de petit capteur que tu étais censé scotcher en haut de ton dos et que tu connectais en Bluetooth avec ton téléphone et qui allait vibrer et biper, t'envoyer une notification si jamais tu étais trop courbé dans ta journée. Est-ce que ça a le moindre sens ce produit ou est-ce que c'est juste encore une fois il faut pas être avaché, c'est pas bien et donc il faut te tenir droit toute la journée et être assis comme un piquet? Je pense que ça dépend de comment fonctionne le truc. Est-ce qu'il fonctionne dès que tu te mets avachi? S'il te bip dès que tu es avachi, je pense que c'est du full bullshit parce que ça on sait que c'est pas un problème. Okay. Être avachi n'est pas un problème, ça peut même être positif, ça peut faire du bien. C'est le fait de varier les positions qui va être important en fait. Donc par contre, si le truc il bip quand tu es resté longtemps dans la même position et qu'il te dit juste bouge un petit peu, là ouais, ça peut être pertinent. Par contre, s'il va juste te dire faut pas que tu sois avachi, il faut que tu te tiennes droit, a priori ça n'a pas d'intérêt, vraiment. Parce que les gens veulent se tenir droit parce que ça a un bon effet visuel. Donc sur YouTube, tu as dû voir cette miniature 140 fois, moi je l'ai vu 140 fois cette miniature. Comme ça. Ouais, il y a un truc, il est courbé, vraiment le truc, je sais pas comment il a courbé autant son dos. Et vraiment, c'est un S. Et de l'autre côté, il est ultra droit. Et il y a marqué les 3 exercices qui ont guéri ma posture. Et il y a vraiment ce truc où les gens ont l'impression, il faut que je me tienne plus droit, etc. Est-ce que cette histoire de posture, c'est vrai et il faut que les gens se tiennent plus droit parce qu'ils sont trop courbés? Ou est-ce que les gens ont juste des postures naturelles qui sont différentes et finalement, la posture qui est naturelle, elle est OK pour toi? Si on parle Est-ce que les gens devraient continuer à cliquer sur ces miniatures? Parce que ça va être la miniature de ce podcast, donc il faut qu'ils sachent si on les a piégés. Il faut que tu nous l'envoies d'ailleurs. Peut-être toi avant après. Ali Abdaal vient de sortir une vidéo hier. Il vient de la sortir, ouais. Je l'ai vu, je l'ai écouté hier. Et donc, en fait, c'est... ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo d'Ali Abdaal, par exemple, qui est un peu le gars qui va avoir l'opinion... on aime bien Ali Abdaal, sauf Paul qui voilà. Il va avoir l'opinion un peu mainstream, il va t'avoir condensé un peu ce que les gens disent, de manière propre, il est docteur, etc., il comprend un peu le truc. Bienveillant. Mais il va pas aller te trigger comme toi qui nous dit « Ok, tu peux porter avec le dos rond, etc. » Donc, qu'est-ce que tu penses de sa vidéo et de cette approche un peu traditionnelle de « Il faut se porter droit et comment corriger ta posture ?» Dans sa vidéo, il précise quand même que la posture ne semble pas corrélée avec les douleurs. C'est-à-dire que globalement, tu peux te tenir avachi, c'est pas pour autant que tu auras mal, et tu peux te tenir droit, c'est pas pour autant que tu auras pas mal. Donc l'idée qu'il y aurait une posture parfaite d'un point de vue santé, on sait que c'est pas vrai. Et ça, il le dit, et j'étais assez agréablement surpris qu'il le dise, en citant en référence un papier du coup que je cite souvent, Sit up straight, time to re-evaluate. Donc en gros, tiens-toi droit, c'est peut-être le moment de revenir sur ce conseil-là. Donc ça, je suis d'accord avec lui, effectivement. Après, le reste de sa vidéo, il dit maintenant, on peut changer sa posture pour des raisons esthétiques. Et il donne après des exercices en expliquant, voilà, si vous faites ça, ça va améliorer. Alors je pense que les explications qui sont données par son invité sur le pourquoi ça modifie la posture, je pense qu'elles ne sont pas bonnes. Où il parle du fait que tu vas activer tes fessiers, tu vas rappeler à tes fessiers qu'ils doivent s'activer pour te tenir bien droit, genre comme si tes fessiers avaient besoin de... Le dit tous les matins au réveil. C'est ça. Faut le faire au réveil pour vraiment que tes fessiers tous les matins ils sachent où est leur place, quoi. Mais c'est ce qu'il conseille. C'est ce qu'il conseille. Il dit tous les matins vous faites ça, genre petite piqûre de rappel, quoi. Non, en vrai, je pense pas que ce soit pour ça que ça ait un effet.
Donc, est-ce que l'objectif, c'est de se tenir droit d'un point de vue santé? On s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Mettez-vous comme vous êtes à l'aise. Si vous voulez avoir moins mal, il y a de fortes chances que le fait de bouger de manière régulière vous fasse du bien. Et effectivement, si on fait plein d'exercices, on sait qu'en général, ça va faire du bien et en termes de douleur. Et potentiellement, ça peut modifier la posture. Mais je ne pense pas que ce soit parce qu'on active mieux les fessiers ou des choses dans ce style. On sait qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer la posture, et l'un des facteurs qui peut jouer, que je trouve intéressant, c'est la façon dont on se sent en général. Genre si tu te sens un peu déprimé ou un peu timide, machin, et ben en fait tu vas avoir tendance à être un petit peu plus avachi. Et ça, c'est pas de la psychologie de balle de comptoir, on a des données là-dessus. Encore ce matin, j'ai eu un patient qui fait 1m93 et qui me dit moi j'aime pas trop en fait qu'on me voit, et donc en fait quand je suis en public, en fait je suis tout le temps comme ça, parce que forcément le mec qui fait 1m93, s'il se tient droit, le mec c'est un géant quoi. Surtout pour moi qui suis un hobbit, le mec est vraiment très très grand. Donc il y a d'autres facteurs qui vont faire que la posture elle va changer, et quand on fait du sport, on peut se sentir mieux dans son corps, on peut avoir une meilleure mobilité, on peut être un peu plus tonique éventuellement, et c'est ces choses-là qui vont faire que peut-être on va se tenir un peu différemment. Est-ce qu'on va se tenir mieux? Je sais pas si ça sera mieux, en tout cas l'essentiel c'est surtout que les gens ils se sentent mieux quoi. Parlons un peu de l'aspect qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le côté business. T'as ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Alors, j'ai une chaîne YouTube et j'ai un compte Instagram, et maintenant, c'est surtout via Instagram que je touche les gens à qui je vends des choses. Et sur Instagram, tu travailles sur les Reels ou plutôt les posts? Les Reels, à fond. Ok, ouais. Et en fait, je m'en suis rendu compte que ça marchait très bien, justement en suivant la formation YouTube Mania. Il y avait dedans le défi short, qui conseillait de faire donc 30 vidéos courtes, donc une par jour pendant un mois. Et en fait, j'ai commencé les vidéos courtes à ce moment-là. Je les ai postées sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Sur YouTube, j'ai gagné 1600 abonnés en 30 jours. Sachant que là, actuellement, j'en ai 14 000 en gros. Et sur Insta, je suis parti de 0 et j'ai gagné 9 000 abonnés en un mois. Je suis passé de 0 à 9 000 en un mois sur Instagram. Avec les mêmes vidéos, que j'avais postées sur YouTube. Et en général, je me rends compte que dans le milieu dans lequel je suis, donc concrètement, moi, ce que je vends, c'est je propose une formation pour des professionnels, donc pour des kinés, ostéos, chiro et éducateurs sportifs, pour mieux comprendre la douleur et être capable d'adapter l'entraînement d'un sportif qui a des douleurs. Donc en gros, vous avez des gens qui viennent vous voir, c'est des sportifs, ils ont mal, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour qu'ils aient moins mal et pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner malgré les douleurs et que potentiellement ils aillent mieux derrière. Et donc du coup, c'est une formation que je propose à des professionnels, et j'ai tendance maintenant à cibler un petit peu plus, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que 80% des gens qui achetaient ma formation étaient comme moi des thérapeutes manuels, donc ostéo, chiro, donc je vais vraiment me focaliser sur eux pour leur proposer pour leur proposer un produit qui est vraiment adapté à leurs besoins, quoi. Donc voilà, c'est ça que je propose pour l'instant. Et sur Instagram, j'ai l'impression que ça... Pourquoi avoir fait ce choix du coup de diriger vers les professionnels plutôt que justement des gens qui auraient pu target telle douleur ou telle douleur et faire une formation autour de ça? Pourquoi ce choix? J'étais pas sûr en fait. Au moment où j'ai voulu lancer mon premier produit, j'hésitais. Et j'ai fait un sondage auprès de ma communauté, des gens qui sont sur ma liste email et sur YouTube, sur Insta. Et en fait, je me suis rendu compte que le truc qui revenait en priorité, c'était ce sujet-là. C'est je suis professionnel et j'ai envie de mieux prendre en charge mes patients. Et au passage, ça permettait de résoudre deux problèmes que j'avais. Le premier, c'est que potentiellement, on peut vendre plus cher à des professionnels qu'à des particuliers, j'ai envie de dire, parce qu'ils peuvent le déduire de leur charge, etc. Et deuxièmement, surtout, la prise en charge des douleurs, faire une formation pour des patients, ça pose un problème qui est que, comme je disais tout à l'heure, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi la personne a mal. Et dans la plupart des cas, il n'y a rien de méchant, mais il y a quelques pourcentages de cas où le mec il a mal parce que il a un rhumatisme inflammatoire particulier, ou il a une fracture, ou il a un cancer. Alors c'est des choses qui sont très rares, mais statistiquement, si je vends ça à 1000 personnes, dans les 1000 personnes, il y en aura 10 qui auront un truc comme ça. Et en fait, pour ces 10 personnes-là, il faut que je fasse le choix de, ou bien j'en parle pas du tout parce que la plupart des gens n'en auront rien à foutre, mais pour ces 10 personnes-là, mon traitement sera pas du tout adapté, voire pourra empirer le problème, et éthiquement, ça m'embête. Ou bien, je dois parler de ces choses-là à tout le monde en disant il faut que vous vérifiez que vous n'ayez pas tel signe, tel signe, tel signe, tel signe, tel signe. Et en fait, dans 99% des cas, les gens ne les auront pas, mais ça risque de les trigger un peu, tu vois, un peu en mode j'ai un symptôme, je vais chercher sur Internet et en fait, tu te dis ça y est, j'ai un cancer, quoi. C'est encore pire.
Voilà, et en fait, faire flipper les gens sur le fait que, ah bah oui, mais en fait, dans ce cas-là, peut-être que c'est ça, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas ça. Et ça, en consultation, ça se fait facilement, entre guillemets, parce que je pose des questions à la personne, et en fonction des réponses qu'elle me donne, je me dis, ok, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, mais ça, c'est un process qui se passe dans ma tête à moi, et la personne, elle pense pas que quand je lui pose des questions pour sa lombalgie, je suis en train d'écarter un cancer, ou une fracture, ou un truc dans ce style-là. Mais je sais que si je l'évoque, ça peut faire flipper les gens, et ça peut potentiellement poser problème. Donc c'est pour ça que je pense que la prise en charge des douleurs, c'est un peu complexe et que c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'un professionnel qui est en face de soi. Et faire un truc, une formation comme ça, où je ne suis pas en face de la personne, ça peut être problématique. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait ça. Comment est-ce que... Donc tu as le compte Instagram, comment est-ce que tu captures les emails des gens? Je vois que tu as une newsletter. Est-ce que tu as aussi des lead magnets particuliers qui te permettent de plus cibler le côté professionnel? J'en ai, en fait, le truc, c'est que j'en ai créé plusieurs, mais c'est encore un truc sur lequel il faut que je travaille, parce que tout au début, mon premier lead magnet qui m'avait apporté beaucoup de mails, c'était sur YouTube. À ce moment-là, j'avais pas encore Instagram, et c'était justement dans ma première vidéo qui avait beaucoup fonctionné. Sur est-ce que porter lourd, c'est mauvais pour le dos. J'avais fait un e-book en fait sur tous les bénéfices pour la santé du fait de porter des charges. Et donc ça a été téléchargé par plein de gens. Il y avait des kinés, il y avait des coachs sportifs, mais il y avait aussi des pratiquants, quoi. Là maintenant, les lead magnets que j'ai, effectivement, j'ai ma newsletter dans laquelle j'essaye de condenser des articles scientifiques en rapport avec la prise en charge des douleurs ou en rapport avec le sport, ou alors des conférences d'experts, etc. Mais j'ai pas encore un bon lead magnet bien stylé ou une suite de mails. Je suis en train de le travailler dessus avec un copywriter en ce moment. Copywriter d'ailleurs formé entre autres chez Marketing Mania, décidément. Stan Leloup est partout, c'est terrible. C'est bien, on a beaucoup de placements de produits dans cet épisode, c'est excellent. Tout à fait, à fond. Je te donnerai mon RIB tout à l'heure pour le pour le virement. Donc voilà, je suis en train encore de travailler là-dessus, mais clairement mon tunnel de vente est encore très optimisable, clairement. Ouais. Pour l'instant, en fait, j'ai effectivement cette newsletter. Quand j'envoie un truc, j'en parle un peu sur Instagram pour capturer des emails. Et quand j'ai fait un lancement, le dernier lancement que j'ai fait, je l'ai fait sur ma liste email, mais j'en ai aussi parlé sur Instagram. Et au final, 50% des gens qui avaient acheté n'étaient pas sur ma liste email et m'ont trouvé sur Instagram. Donc ça montre que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour capturer des emails de mon audience d'Insta, quoi. Je pense que c'est un bon créneau d'être la personne qui est un pratiquant professionnel, mais qui va être la personne qui va consommer les nouvelles avancées scientifiques qui se font et le retransmettre aux autres, qui eux en fait sentent qu'ils sont un peu censés se former, mais n'ont pas envie de le faire tout seul. Ça, je pense qu'il y a un bon créneau si tu peux développer cette confiance-là pour faire ce type de formation. Actuellement, tu as un seul produit, tu le vends combien ton produit? Ça a été un gros problème pour moi. Actuellement, là, il était à... C'est toujours un débat. Combien c'était? Je sais même plus. 550 €. Mais je dis ça a été un gros problème pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à me vendre. Je viens d'une famille de fonctionnaires. Au début, demander la carte bancaire à la fin de mes séances, c'était compliqué. Et la toute première fois, quand j'ai commencé à créer mon produit durant le lancement inversé, je pensais faire un truc à 70 balles, quoi. Donc heureusement, Brian de ton équipe m'a dit non, tu fais pas ça. Donc mon premier lancement, je l'avais fait à 300. Sachant que c'était le lancement inversé, donc clairement je savais que mon produit final serait un peu plus cher. Et le deuxième lancement, j'ai presque doublé le prix, donc du coup je passais de 300 à 550 et j'ai fait le double de vente. Donc je me rends compte que mon prix est peut-être encore un peu bas par rapport à la masse d'informations que je donne. Donc je pense encore l'augmenter parce que je vais rajouter des choses dedans. Parce que là, la manière dont ton produit est positionné, allier science de la douleur et de l'entraînement pour accompagner au mieux les sportifs douloureux, c'est positionné comme un gros produit. C'est positionné comme une destination, viens chez moi, tu vas tout apprendre. C'est pas positionné comme un truc en mode je t'apprends comment rééduquer le genou et demain je te vendrai comment rééduquer les épaules, tu vois. Donc une fois que tu l'as vendu comme ça, ça a du sens effectivement d'avoir quelque chose qui est plus cher mais ultra quali, qui est une destination. Parce que l'autre approche, c'est de faire des plus petits produits mais te dire ok, la personne qui aujourd'hui achète un truc à 300, demain on achètera un autre et un autre et un autre et finalement tu fais monter ton panier moyen de cette manière. En tout cas, ton produit actuellement est positionné plus en mode je vais avoir un produit ou peut-être que j'en aurai un deuxième tout à l'heure, mais plus tard, mais voilà, c'est plus une destination, donc ça a du sens de réfléchir à comment est-ce que tu fais monter la valeur du produit et comment est-ce que tu peux le vendre plus cher sur l'idée que les gens vont pas forcément en acheter plusieurs. Bon, si tu n'en as qu'un seul, mais que ça a du sens de le faire de cette manière. Et après, je pense que tu as effectivement un truc à faire au niveau du lead magnet de la promesse, parce que tu as une newsletter, mais c'est toujours plus dur de
faire s'inscrire les gens à une newsletter parce qu'il n'y a pas une valeur immédiate qui est délivrée en fait. C'est genre, si je t'aime bien, je vais m'inscrire et j'aurai des news. Mais fondamentalement, est-ce que justement, tu vas pas le faire ce que tu disais avec l'angle, justement, ne passer plus à côté des nouvelles autour du son du métier ostéo. En fait, justement, créer un peu ce FOMO de si j'ai pas le prochain email, bah, je vais passer à côté des dernières études. Un peu, tu sais, comme a fait le The Hustle à l'époque avec la pub, vous serez votre patron va vous demander comment vous êtes aussi cultivé ou peu importe. Toi. Je joue un peu là-dessus, potentiellement. Tu peux faire ça, mais eux, en fait, fondamentalement, ce qu'ils te vendent, c'est la newsletter, donc ils sont un peu obligés. En fait, ce qui est pas mal, c'est de donner une valeur immédiate aux gens, en fait. Donc c'est là où, en fait, tu réfléchis. En fait, le lead magnet, c'est pas forcément un truc ultra compliqué. Ça peut juste être... voilà les 3 papiers essentiels à connaître que tu as analysés, ou un truc en fait, où ils se disent ok, je vais avoir un truc immédiat. Et en fait, parfois les gens, je vois beaucoup de gens faire cette erreur de se dire ok, donc il faut en fait que j'écrive un e-book de 70 pages pour que les gens s'inscrivent à ma liste email. En fait, il faut comprendre que te donner un email, c'est assez facile. Il faut juste qu'il y ait une bonne raison de le faire en fait. Et souvent, si tu as un truc qui t'est envoyé directement, ça peut aider. Donc tu vois souvent des entrepreneurs qui vont avoir un lead magnet du type des idées de business que tu peux regarder. Et en fait, les gens ont une curiosité, ils vont le prendre. Et voilà. Donc, peut-être que des éléments pour toi, c'est réfléchir à quels sont les points d'entrée juste derrière. Et ensuite, envoyer la newsletter aux gens qui est ce qui va construire la relation avec eux. Parce que ça te permet de faire des appels à action qui sont peut-être plus spécifiques, en fait. Notamment dans un reel, ça peut être difficile de communiquer la valeur de ta newsletter versus dire, OK, bon, voilà un PDF de 3 pages qui vous explique exactement ce truc-là. Si vous le voulez, allez le cliquer. Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment tes clients, les ostéos? Est-ce que c'est parce que ça leur permettra d'attirer plus de clients, de dire qu'ils ont cette expertise? Est-ce que c'est par conscience professionnelle? Est-ce que c'est par le fait de garder leurs clients, enfin leurs patients? Quelle est vraiment leur raison profonde de vouloir acheter ça? Je pense qu'il y en a 2. Et en tout cas, l'avatar que j'ai moi, parce que si tu veux, je ne cible pas forcément tous les ostéos. C'est un truc, c'est que je me suis niché dans la niche. C'est-à-dire que là où je me différencie un petit peu d'autres formations qui existent, c'est que j'essaie d'avoir une approche vraiment EBP, comme on dit, donc Evidence-Based Practice. Donc en gros, une pratique fondée sur les preuves. Donc en gros, c'est pas juste fais comme ça, t'inquiète frère, j'ai de l'expérience. Même si l'expérience est importante, c'est que dit la littérature scientifique aujourd'hui, c'est quoi les recommandations au vu des meilleures données dont on dispose. Et oui, effectivement, je parle de mon expérience au cabinet, etc. Mais c'est vraiment cet aspect scientifique. Et ça représente pas tous les ostéos, je dirais même ça représente pas la majorité des ostéos. Mais du coup, j'avais regardé que sur ce créneau-là, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes en France en fait qui spécifiquement là-dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de je veux être à jour dans mes connaissances et je veux pas faire de la merde en consultation. Le fait que derrière ça puisse apporter éventuellement plus de patients, je pense que c'est un truc qui est pas forcément dit mais qui doit être présent. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'ostéos qui sont formés. En gros, il y en a 2000 nouveaux ostéos qui sont diplômés chaque année. Donc, en fait, il y a cette problématique de est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité demain? Et si je suis juste un ostéo parmi 15 qui a sur Doctolib, pourquoi les gens vont venir me voir moi? Alors que si j'ai une expertise particulière, peut-être que si c'est de la pédiatrie, les gens ils vont aller voir avec leurs enfants celui qui fait de la pédiatrie et celui qui a l'habitude de voir les sportifs iront peut-être plus facilement voir lui. Donc oui, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Et c'est d'ailleurs une des choses, je me disais que j'allais peut-être ajouter un module complémentaire dans ma formation sur comment se faire connaître comme étant l'ostéo, l'ostéo des sportifs. À mon avis, ça devrait être ça devrait être ton deuxième produit en fait. Ah ouais. C'est comment se crée une patientèle, comment... Je pense que j'allais arriver là-dessus, c'était l'autre idée que j'avais, mais je pense qu'il y a aussi une opportunité pour toi, si tu as une clientèle de personnes, simplement leur vendre en fait le système marketing de comment tu te positionnes, comment tu crées ton site, etc. Comment tu te références, comment tu te spécialises, comment tu demandes des referrals aux gens. Enfin, tu vois, tout un tas de techniques marketing en fait de base que eux ils n'auront jamais entendu parler, mais qui marchent. En pour fait, toi, qui te paraîtront basiques c'est juste les bonnes pratiques. Et ça a du sens d'en faire un deuxième produit, tu vois, plutôt que tout mettre là-dedans. Parce que la promesse de ton produit, c'est on utilise la science pour mieux traiter vos patients. C'est différent de comment trouver plus de clients que de rajouter un espèce de bonus dedans. Et là, ça a du sens d'être un deuxième produit que tu peux, si tu veux, vendre en pack, etc. Tu peux toujours après combiner les trucs. Enfin, tu sais que moi, j'aime bien les packs et combiner des machins pour refaire des offres. Mais l'essence ici, c'est je pense que tu as effectivement quelque chose à apporter, mais que ça mérite d'être un produit séparé. Tu verras que c'est potentiellement
un produit qui peut aussi bien marcher que le produit sur le traitement en tant que tel. Parce que, comme arrivait Paul sur ce sujet, c'est-à-dire, effectivement, si tu peux aider les gens, ton client à gagner plus d'argent, il est content, tu vois. Et faire mieux son travail est une manière pour lui d'y arriver. Et là, c'est une manière encore peut-être plus directe, tu vois. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a un truc où maintenant les ostéos, les kinés, ils ont un peu la pression par rapport aux patients, qui peuvent aussi se renseigner par eux-mêmes et voir ces études-là, et ils n'ont pas envie d'être mis en défaut que leur patient a lu cette étude et qu'il la sorte et eux, ils sont pas au courant, toi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, un peu cette peur d'être... Toi, parce qu'avant, quand tu étais médecin, tu avais toute l'information, toi. Tu étais allé en école de médecine, personne ne savait, à moins d'avoir ouvert des bouquins de médecine. Bon, maintenant, les patients peuvent raconter n'importe quoi aussi, hein. Toi, c'est pas que du bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ça qui met un peu la pression en se disant, si j'ai intérêt à être au niveau, quoi? Je suis pas sûr d'avoir déjà vu un patient qui avait lu une étude scientifique sur la prise en charge de la douleur. Ça n'existe pas, ok. Non, déjà les professionnels le font pas. Alors les patients, à moins de tomber sur quelqu'un de vraiment particulier, quasiment pas. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont suivre des influenceurs, des gros influenceurs, ou des chaînes YouTube. Ils vont dire j'ai vu un kiné qui disait ça. Et des fois, ce qu'ils disent c'est très bien, et des fois, ce qu'ils disent c'est pas très à jour. Et donc des fois, on rame un petit peu pour essayer d'aller à contre-courant de croyances qui ont été ancrées dans la tête des gens. C'est parfois compliqué. Donc non, en vrai, en fait, la problématique, c'est plus comment je fais face aux patients qui ont des croyances erronées sur la douleur et sur leur mal de dos, et comment je fais pour réussir à les aider à sortir de ça, quoi. C'est plus ça. Ok. Et là-dessus, justement, ton produit, ça donne aux gens plus confiance dans la méthode, ok, là, moi, j'ai de la science de mon côté, peut-être que ça les aide aussi à pousser contre cette résistance, quoi. Est-ce que tu offres une certification ou pas? Quelqu'un qui a comme ça pourrait mettre dans son cabinet un petit tableau avec les certificats. Oui, alors après, ça reste un diplôme, enfin, c'est pas un diplôme, mais je fais ça en partenariat avec un organisme de formation. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que, en gros, les gens à qui je vends la formation, certes, c'est des professionnels, mais ils ont l'habitude à ce que les formations qu'ils achètent puissent être au moins partiellement remboursées, parce qu'en fait, on a un organisme auquel on adhère obligatoirement, qui s'appelle le FIFPL, le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Donc on cotise, et en fait chaque année on a un budget qu'on peut allouer à la formation. Et si je vais me former en présentiel, en fait je sais que j'ai un budget, de 700 ou 800 euros par an sur certains sujets prioritaires. Et en e-learning, depuis cette année, ils ont réduit le montant qui rembourse, parce que je pense qu'il y avait des abus qui étaient faits. Mais actuellement, ma formation, par exemple, les gens peuvent se faire rembourser 200 euros sur les 550 qu'ils mettent. Donc, c'est pour ça que j'ai dû passer avec un organisme de formation, parce qu'en fait, il y a toute une usine à gaz derrière, administrative, méga relou, pour être un organisme certifié Calliope, truc que j'ai pas du tout envie de faire. Donc, je délègue ça à quelqu'un et qui prenne un pourcentage des ventes, du chiffre d'affaires pour le travail qu'ils font. Et effectivement, à la fin, on peut donner un diplôme, un truc qui atteste qu'ils ont bien suivi la formation. Paul, parle-nous des ceintures pour hernie. Parce que un truc que peu de gens savent, c'est que je suis littéralement l'expert mondial de ceintures d'hernie. C'est moi qui ai la plus grosse collection de ceintures d'hernie au monde. C'est vrai que peu de gens le savent et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, Paul est parti. Il est parti. J'en ai tellement trop, je peux pas toutes les prendre. Ok. 10. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un peu de background, c'est que j'ai eu une hernie inguinale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en grande partie aussi que j'ai un peu oublié, mais que j'ai arrêté tout le powerlifting, c'est parce que quand t'as un truc qui te ressort c'est pas très agréable de faire des squats. Et donc, je me suis intéressé à ton opération. En fait, tu utilises une ceinture pour retenir le truc, pour qu'il te sorte pas, tes boyaux ressortent pas à chaque fois, quoi. Ce qui est forcément pas très agréable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Natural Hernia Cure, qui est en fait juste un mec qui a retracé son parcours à essayer de guérir naturellement son hernie. Spoiler, il a pas réussi. Parce que moi, au début, j'ai lu qu'hernie inguinale, on pouvait pas la soigner naturellement, toi. C'était impossible. Moi, je dis, ouais, c'est un gros complot des médecins, c'est les hôpitaux, Mais en fait, non, effectivement, tu peux pas le faire re-rentrer. Une fois que c'est sorti, c'est fini. Donc, il faut te faire opérer, quoi. Et pour le coup, la médecine moderne est quand même incroyable de pouvoir. Donc, c'est un truc dans ton ventre? Ouais, qui ressort. En fait, c'était tes intestins qui ressortent, pareil. Et en fait, il y a un espace et ils ressortent, quoi. Il y a un espace dans quoi? Dans tes muscles de ton abdomen? Truc abdominal, il expliquera peut-être mieux abdominaux. C'est au niveau de l'aine, en fait. Au niveau de l'aine, il y a l'endroit où les abdominaux s'insèrent sur l'os du bassin.
il y a un tout petit espace et en fait des fois il y a des gens chez qui cet espace s'agrandit un petit peu et il peut y avoir un bout d'intestin qui ressort. Et en fait la plupart sont pas problématiques parce qu'en gros ça sort sur un effort et ça re-rentre, mais là où ça peut être problématique c'est si en fait l'hernie est étranglée, c'est-à-dire qu'en gros elle sort et en fait les muscles compriment et ça fait que la circulation passe plus et ça risque de nécroser, donc c'est un peu chiant, donc il faut opérer vite. Mais la plupart des hernies, en fait, c'est un truc, voilà, ça ressort un peu et ça re-rentre. Mais effectivement, les efforts où on a une grosse pression intra-abdominale, comme par exemple les squats ou les soulevés de terre, c'est pas évident quand on a une hernie inguinale. Et moi, le problème, c'est quoi la définition du mot hernie? C'est bonne question parce que c'est totalement différent. Parce que tu dis hernie, les gens pensent hernie discale, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ouais, je pensais aussi ça. C'est quoi le... En fait, la hernie, c'est juste un truc qui dépasse. C'est une petite boule qui dépasse et en fait donc là en gros c'est une boule qui dépasse au niveau de l'aine. Une hernie discale c'est un truc qui va dépasser du disque et une hernie sur un pneu c'est un bout du pneu qui dépasse aussi. Voilà, je suis un grand connaisseur en automobile, pas du tout. Donc le gars Paul a essayé de résoudre le problème juste avec des ceintures et autres. C'est ça, et du coup c'est lui qui a commencé à parler de ceinture hernie, qui est en fait un truc assez courant. Et généralement, encore une fois, sauf aux États-Unis, parce que s'opérer ça coûte $30 000 et donc ils gardent l'hernie toute leur vie et ils souffrent. Et c'est un peu triste les commentaires YouTube de lire les gens qui ils ont ça depuis 40 ans. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a un truc moi je dirais à répondre manuellement aux commentaires YouTube de gens qui disent ça fait 20 ans que j'ai une hernie, je souffre la misère, mais ça coûte $40 000. En fait, de leur envoyer des trucs, je suis un agent, enfin, en fait, tu peux le faire en Thaïlande. C'est 1000 euros l'avion, 3000 euros l'opération, 4000 $, quoi. Parce que je pense que ces gens-là sont pas au courant, ça leur vient même pas à l'esprit qu'ils pourraient le faire. Économiquement, ça a beaucoup de sens, quoi. Mais bref, le mec, il parle de ceinture hernie. Et donc, j'en ai pris une, et pas à lui et aussi d'autres de concurrentes. Et la sienne est largement mieux que les autres. C'est clairement, en fait, il a designé sa propre ceinture. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il a utilisé le trafic qu'il a obtenu via sa chaîne YouTube. Où en fait, c'est pas un médecin ou autre, hein, c'est juste, il retrace son parcours avec sa hernie. Et il a des vidéos qui ont fait pas mal de vues, à 700 vues, 300 vues, encore une fois, avec un problème très très précis. 700 000, là, pas 700 000. 700 000, 700 carrés. Et ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'en fait, les hernies de base, nous on vend aussi des hernies, on a commencé à vendre un modèle, c'est que ça coûte littéralement $2 à produire. Et c'est vendu pour 20 ou 30 $, donc c'est vraiment vendu pas cher. Lui, la sienne, il vend, je crois, 60 $. Mais ça reste comparativement très peu comparé aux bénéfices que ça permet d'avoir, toi. C'est-à-dire que moi, littéralement, je ne pouvais plus faire de sport parce que le truc est poussé, enfin, c'était insupportable. Et après, je pouvais faire du Muay Thai avec ma ceinture en attendant l'opération, toi. Donc ça te redonne beaucoup de liberté, ça te retire les douleurs, c'est vraiment très efficace. Et donc lui, il a designé lui-même et je me suis dit, c'est quand même pas mal comme... ça fonctionne parce qu'il a son site Shopify où il fait quoi, je crois 30 000 visites par mois. Et avec que de l'organique, donc via sa chaîne YouTube, et c'est du contenu aussi evergreen, c'est-à-dire que les vidéos sont très bien référencées, tu tapes j'ai une hernie, probablement tu vas tomber dessus, quoi. Et donc je me suis dit, je vais lui racheter son business, tu vois. Je trouve ça super comme business, c'est un petit truc qui peut tourner. Et donc je l'ai contacté, et donc c'est comme ça que je peux aussi avoir ses chiffres, du coup. Et je vous donnerai après la raison pourquoi je ne l'ai pas racheté au final. Mais en fait, il faisait 25 000 $ de vente par mois, avec 12 000 $ de profit par mois, avec son petit truc comme ça qu'il a fait... un peu de façon assez artisanale. Donc il a quand même designé lui-même sa ceinture, c'est quand même pas mal. Mais tu regardes sa chaîne YouTube, il a rien fait d'incroyable, mais c'est juste que c'est pas un domaine très sexy de parler de son hernie. Donc il n'y a pas tant de concurrence que ça. Tu vois la vidéo moyenne. Enfin, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir le ratio un peu qualité de production versus nombre de vues sur certains sujets. Ouais. Et par exemple, sur un sujet comme la hernie, enfin, tu vois, c'est des vidéos qui datent d'il y a 10 ans, qui sont filmées n'importe comment. Parce qu'il n'y a juste pas beaucoup de contenu créé autour de ça, quoi. Il doit être vraiment bien référencé parce que ça fait 11 mois qu'il n'a pas fait de vidéo. Donc effectivement ces vidéos, il est parfois dans sa voiture ou il filme avec son téléphone. Il n'a pas fait de vidéo depuis 11 mois. Et sa chaîne fait plus de vues chaque mois. Il fait 40 000 vues par mois. Et en fait, c'est en croissance là sur l'année. Il doit juste récupérer du SEO. C'est ça. Mais 40 000 vues par mois juste sur tes anciennes vidéos, c'est pas mal. Et après, du coup, c'est que des gens qui ont un problème très spécifique où tu as un produit à 60 $ à leur vendre pour le résoudre. C'est ça. Et encore une fois, il fait pas du lead parfait parce que beaucoup de ses autres vidéos, il va pas forcément parce qu'elles ont été filmées avant, il mentionne pas. Et après, il le met pas forcément en description non plus dans toutes les vidéos. Donc il y avait un peu à gagner par rapport à ça. Et aussi, tout simplement, on fait de publier encore plus régulièrement. Donc ça, c'était forcément une raison de pas acheter, c'est dans le sens où lui, il allait arrêter de poster. Et donc, t'es là, t'as le contenu existant qui continue à croître, mais t'es un peu capé. Qu'est-ce que tu vas faire sur ta chaîne YouTube ? Même si en réalité, je pense encore une fois que
Les gens sont... Tu peux mettre quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça, c'est pas délirant. Est-ce que les gens le suivent parce qu'ils kiffent le mec ou est-ce que c'est juste qu'il a un bon référencement et que les gens le découvrent en continu? Partiellement. Parce qu'en fait, il y a des gens qui deviennent un peu obsédés par leur problème. Tu vois, souvent des gens qui vraiment, ça devient toute leur vie. Et donc, ils ont littéralement vu toutes leurs vidéos, tu vois. Toutes ces vidéos. Mais t'as beaucoup de gens, effectivement, qui tombent sur 2-3 vidéos. Et après, en fait, s'ils tombaient sur un autre mec, je pense qu'ils s'en ficheraient un peu. Donc, il y aurait moins. Mais l'autre truc qui fait que j'ai pas acheté, mais en même temps qui peut être aussi un aspect intéressant, c'est qu'en fait, il a ouvert son petit atelier où il y a que lui qui travaille en Californie. Et donc, il fait les ceintures lui-même, tu vois. Production artisanale, il a acheté des machines et autres. Et donc, c'est là où il voulait qu'en fait, moi, je rachète aussi toutes ces machines, tout son bordel, tu vois, genre pour 50 000 $ de machines. Et je dis, mec, je vais faire quoi de tes machines? Mais je sais pas si j'ai vraiment réfléchi. Et maintenant que j'en parle, je sais pas si j'ai réfléchi jusqu'au bout parce que ça se trouve, c'est pas un prix délirant à payer. Tu revends les machines, tu t'en fous. Et en fait, tu bouges la production en Chine, tu fais exactement le même produit. Parce que son produit, c'est lequel? C'est. Je trouve parmi les 151 000. C'est celui-là. C'est un épisode visuel. C'est celui-là. C'est vraiment largement faisable. N'importe qui peut le faire. C'est pas... Tu pourrais même le faire au Mexique, je pense. C'est pas un problème. Et encore une fois, ça à produire, en réalité, ça coûterait 2-3 $. Quoi. Lui, il vend 60 $, ce qui est quand même pas un minimum marge. Mais donc, je m'étais dit, au final, de ce point de vue-là, vu que la production était faite localement, que j'avais pas envie d'acheter son... Il voulait aussi que je reprenne le loyer de ses locaux pour un an, si je rachetais. Je m'étais dit, bon, ça, on va pas le faire. Mais je pense, encore une fois, si on s'éloigne un peu de ce cas particulier, je pense qu'il y a un truc à faire. Alors, que c'est soit en tant que professionnel, même en tant que personne lambda, d'en fait, documenter son parcours autour d'une douleur précise ou d'une blessure. Et ensuite, soit tu fais de l'affiliation, si t'as pas envie de te prendre la tête, soit carrément, si tu penses qu'il y a un meilleur truc à faire, tu proposes un produit. Et en l'occurrence, ceinture Arani, vraiment, c'est le niveau 0, quoi. En fait, c'est les mêmes ceintures depuis 30 ans, elles sont mal foutues. C'était pas très dur d'innover et d'améliorer, quoi. Et tu as toute l'opportunité dont tu as parlé du tourisme médical, en fait. Tu dis que la ceinture, aussi, elle ne résout pas le problème, c'est juste une manière de vivre avec mieux. Et c'est vrai que tout ce truc de tourisme médical, apparemment, c'est assez populaire. En ce moment, j'avais des copains qui le faisaient sur un truc dentaire et ça fonctionnait vachement bien. Enfin, c'était un truc où, en fait, les volumes, ils étaient assez élevés et il y avait beaucoup de commissions dessus, en fait. Parce que c'était quand même des procédures qui coûtaient quelques milliers d'euros. Et les maths, ils sont toujours imbattables. C'est encore une fois, le truc d'Ernie, c'est je crois exactement 30 000 $ aux États-Unis. Enfin, c'était cette sorte de grandeur-là. Et tu peux offrir maintenant ce qu'ils offrent carrément, c'est des packs de vacances en Thaïlande, par exemple. Tu vois. Donc tu viens pendant 2 semaines en Thaïlande, tout frais compris, y compris l'opération, c'est genre 3-4 000 $, tu t'éclates, tu vas à la plage. Et en fait, c'est juste parce que ces gens sont pas au courant que ça existe. Donc tu vois, c'est incroyable d'avoir un business. En fait, si les gens savaient que ça existait, ils sauteraient sur l'opportunité. Mais beaucoup, en fait, ça, tu le vois un peu dans les commentaires, c'est beaucoup des gens un peu de l'Amérique rurale qui sont jamais partis des États-Unis, qui ont même pas de passeport. Et donc, ça, avec toi qui se sont fait ça, qui ne servent pas à l'esprit. Enfin, ouais, c'est. En l'occurrence, tout ce qui est médical au niveau. Je pense qu'il y a un énorme écart dans ce que les gens sont prêts à payer en France et aux États-Unis, parce que forcément, tout coûte beaucoup plus cher. Et ils sont tous malades là-bas aussi. Donc, c'est l'avantage, c'est un gros marché. Mais donc, dans ce cas, je pense que ça vaut plus le coup de viser le marché US que le marché français, même pour le produit comme la ceinture Arani. Mais donc, on est en train d'en vendre une. Je n'étais pas très content de la première version, donc là, on fait une seconde version. Et peut-être je ferai une update sur comment ça se passe, mais je pense que c'est un marché assez ouvert. Pierre, il faut que tu saches que Paul, c'est un gars, où quel que soit le sujet, il vend ce produit. Tu lui parles de n'importe quoi, il a le produit, il a l'expérience, c'est génial, c'est incroyable. Un puits de connaissances. On avait noté le dernier sujet, c'est un peu un truc obligé sur le trilliard, tu vois. Obligé sur le trilliard, c'est Paul qui te demande combien tu deadlift, et puis après, de parler des enfants. c'est gagner de l'argent, être très fort et avoir des enfants, tu vois. C'est les trois critères de réussite. Donc on est comme Andrew Tate, mais avec les enfants, ça nous adoucit, tu vois. C'est ça. Parle-nous de... Donc toi, t'as un fils, c'est ça? Ouais, c'est ça. À quel âge est-ce que tu mets ton fils à ce que tu appelles la force athlétique? Je savais même pas que ça s'appelait la force athlétique. Paul l'appelle le powerlifting. Ouais, c'est en français, c'est force athlétique. Ouais. À quel âge je le mets à ça? C'est une bonne question. L'avantage quand on a un truc à la maison, c'est qu'il nous voit faire, enfin il me voit faire, il voit m'entraîner quand je m'entraîne à la maison. Donc forcément, ça lui donne envie de faire des trucs. Sauf que la barre vide, elle pèse déjà son poids à lui, 20 kilos. Donc commencer tout de suite avec une barre vide, c'est un peu chaud. Tu prends moi, ce que je sais, quand il a 2 ans, je lui prends les barres d'haltère. Tu sais, les barres d'haltère, du coup, il est comme ça et ça fonctionne bien, ça. Ah ouais, c'est une bonne idée. J'ai des vidéos de ça.
C'est une bonne idée. Alors là, pour l'instant, il a fait de la gym pendant plusieurs années et j'ai des barres à dips chez moi, donc c'est des trucs où on se met en appui pour descendre comme ça. Là. Et ça, il maîtrise déjà. Il sait se mettre en appui, il sait descendre, enfin bref, il est déjà balèze. Au poids du corps, les gamins, ils sont toujours très impressionnants. Ah, c'est impressionnant. Ouais, parce qu'en même temps, à cet âge-là, ils sont tous secs, c'est que du muscle, quoi. Donc non, il est déjà fort à ce niveau-là. Et j'ai des vidéos quand je m'entraînais tout au début, donc il avait 2 ans, peut-être. Non, pas 2 ans, il avait 3 ou 4 ans. J'avais une haltère qui était posée au sol, qui devait faire un bon 12 kilos, et effectivement, il se penchait, il la ramassait, il la portait. En plus, il portait bien avec le dos rond, donc j'étais fier de lui. Tu vois tous ces influenceurs. Regardez mon fils. C'est la biomécanique de base. Exactement. Bon, après, l'essentiel, c'est surtout qu'il fasse ce qu'il a envie. Hein. Donc, comme là, je dis, il a fait de la gym pendant quelques années, et là, maintenant, il a envie de se mettre au foot. Personne n'est parfait, hein, mais ça lui passera peut-être. Pourquoi t'es anti-foot ? Pourquoi t'es anti-foot ? Je pense que le foot, c'est quand même pratique dans le sens où ça permet d'être populaire n'importe où. Tu vois, tu changes d'école ou autre. Si t'es bon au foot, tu vas te faire des potes, et il y a quand même un côté assez fort là-dessus, je trouve. Non, c'est juste que j'ai jamais été foot, moi. Je sais pas pourquoi. Ça n'a jamais été mon truc. Donc, je ne regarde pas les matchs de foot. C'est pas mon truc. Si, quand il y a une finale de la Coupe du Monde, il y a la France, je me dis, bah là, quand même, il faudrait que j'aille voir, tu vois, histoire de partager un peu le truc collectif. Mais c'est pas mon truc à la base. Mais voilà, il fait ce qu'il veut, hein, s'il aime bien. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que par rapport à la gym, c'est que s'il se met à faire des compètes, je préfère aller le regarder en compète à l'intérieur. Plutôt que sur le terrain de foot, parce que moi j'habite dans l'est de la France et il fait pas les mêmes températures que en décembre en Alsace. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je suis pas en Alsace, je suis en Moselle, c'est pire. Et genre là, il fait 6 degrés aujourd'hui, quoi. Vous avez 31 degrés, moi j'ai 6 degrés. On est en mois de septembre, tout est normal, quoi. Donc aller me peler le cul sur un bord de terrain de foot, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte. J'ai une question pour vous. Quand on a grandi, je connaissais aucun papa qui faisait de la muscu, quoi. C'était pas un truc qui existait trop. Donc du coup, quand on était jeune, on faisait pas trop. Je pense genre nos parents, ça existait pas, quoi. Donc quand nous, adolescents, etc., c'était pas un truc. Tout le monde était maigre et tout, on était content comme ça, tu vois. Et on a tous découvert un peu le sport grâce à Internet à 25, 30 ans. Nos enfants, nos fils qui vont grandir, est-ce qu'à 14 ans, ils vont dire « Ouais, ça fait 10 ans que je vois mon père se suer le cul à faire du squat. Moi aussi, je vais aller faire du squat. Comme ça, je vais être musclé et tout. Je vais choper des meufs à 14 ans. » Ou est-ce qu'au contraire, ils vont se dire « En fait, la muscu, c'est trop nul. C'est un truc de vieux daron et tout qui est là. » Et ils vont être totalement dégoûtés du truc. De quel côté ça va aller ? Je sais pas. Moi, c'est un peu ma peur, toi. Enfin, c'est une peur... C'est pas une peur très aiguë, mais c'est de toi que mon fils déteste tout ce que moi j'aime, tu vois. Ouais, ils vont se rebeller. Tu dis, bon, on va falloir trouver un autre moyen de toi de créer du lien. Mais toi, c'est ça que t'as un peu en tête, tous les trucs que t'aimes, bah, tu vas emmener faire de la moto, tu vas emmener faire du Muay Thai, toi. Mais que s'il déteste tout, tu fais quoi ? Bon, bah, c'est comme ton fils, mais ça fera un peu chier, quoi. Ouais, je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de l'évolution des réseaux sociaux, hein, parce que je pense qu'ils sont pas influencés que par nous en tant que parents. Mais clairement, c'est vrai que je me dis qu'il peut y avoir cette notion d'opposition un peu de oula, tout sauf de la muscu, quoi. Effectivement, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a peu de chances que les réseaux sociaux aillent contre l'apparence, quoi. Sauf si vraiment on change totalement de technologie et l'apparence physique n'a plus d'importance, mais globalement, et je pense que c'est ça en fait qui change vraiment. Les gens sont beaucoup plus intéressés par la muscu et tout. Parce qu'avant, mec, t'étais super musclé, c'était frustrant, t'étais là trop musclé et tout, mais les gens le savent pas. Je peux pas poster de photos torse nu, tu vois, tu vas pas aller au bureau torse nu, tu vas pas voir tes potes torse nu, t'habites en Alsace et tout, tu vas pas à la plage, tu fais quoi, tu vois ? Tu peux pas, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps. Alors que maintenant, tu peux le poster. L'autre jour, ça m'a fait très rire. Un youtubeur science qui s'appelle Mark Rober, qui est un espèce de gars qui construit des robots et tout. Il a posté la photo torse nu et tout le monde était « Ouah, en fait, il a trop musclé !» Bah ouais, mec, le mec, ça fait 2 ans qu'il fait sa muscu, il fait ses vidéos sur les robots, personne ne sait, son effort, il sert à rien. Il a une chaîne YouTube à 15 millions d'abonnés, il faut poster le truc comme utilisable. Ça sort de nulle part, ça m'a fait très rire, ça sort de nulle part sa photo, mais effectivement, le mec, il était bien et tout. Et voilà, je pense que c'est ça aussi, simplement. Non, ouais, ok, tu m'as rassuré, c'est bon, nos enfants, même si... Ouais, en fait, ils vont se dire, ouais, le truc que fait mon père, c'est un peu nul et tout. Moi, je vais faire un autre programme, mais ils vont quand même s'intéresser à ça. Après, la force athlétique, c'est encore différent.
La force athlétique, c'est encore un peu différent de la muscu. Je dirais que la muscu, c'est devenu très mainstream. La force ou le power, c'est encore un peu de niche, quoi. Parce que tu regardes les physiques des powerlifters, mis à part les gens qui sont dans des catégories de poids de 69, 74 kilos, il y en a plein qui sont gras, en fait. Il y en a plein qui sont balèzes, mais qui sont gras. Donc, en fait, on n'est pas sur les mêmes standards de beauté. Ou alors, la plupart des powers, ils s'en foutent, en fait. Ils se disent, moi, je m'en fous, tout ce que je veux, c'est soulever lourd. Et c'est pas de montrer que je suis musclé, c'est juste de montrer que je suis fort, quoi. Donc, c'est une sorte d'apparence aussi, hein. Montrer que tu es capable de soulever 200 kilos, c'est la classe. Mais est-ce que ça aide à choper des meufs ? J'en doute. En vrai, je pense que la plupart en ont rien à foutre. Qu'on soit capable de faire 122 kilos au développé couché. J'ai raconté ça à ma femme. Tu lui diras combien de DM tu reçois après être passé dans le podcast. Tu reçois plus de DM de mecs, en fait. T'as plus de mecs qui disent « Waouh, beau gosse et tout » que de dada. Ouais, c'est 90 kilos. Alors que 190 kilos, ça devrait les impressionner, mais elles s'en foutent, tu vois. Alors deadlift 190 kilos, quand même... mais non, ouais, c'est... Malheureusement, ça les intéresse pas. D'ailleurs, vous m'avez pas dit vos perfs à vous. Je commence. Moi, mon meilleur... moi, poids du corps, à ce moment, j'étais 66-67, je pense. 150 kg squat, 155 kg deadlift. Et bench press, j'avais le truc du machin, donc je crois que j'étais à 95 kg, mais j'ai jamais vraiment fait. Mais moi, le squat était largement plus fort que tout le reste de façon générale. Et en fait, de toute façon, je pense que tout est lié, c'est ce que tu préfères, donc c'est ce que tu entraînes le plus ou avec le plus d'intensité. C'est si tu progresses plus rapidement, tout est léger. Et toi, Stade, t'en es où ta pression Moi, je viens de démarrer. Du coup, je sais pas quel est le one rep max parce que je fais juste le 5x5. Normalement, il y a un calculateur qui est censé te faire un peu l'estimation. J'ai pas fait le calcul. En squat, je suis à 80. En bench, 60. Et deadlift, genre 90 ou 95, tu vois. C'est encore le début. Mais du coup, c'est bien parce que tu rajoutes 2.5 chaque semaine, tu vois. Tu rajoutes à chaque fois, ouais. 80 x 5, ça fait un bon... Ouais, 92. C'était en squat, hein, 80 ? Ouais. Donc tu calcules en live tes pierres. T'as même pas besoin de les faire, tu vois. Tout à fait. Et tu disais après, donc ça ferait 92 en squat à peu près. Et les autres, t'avais dit, c'était quoi ? En bench, je pense que je suis à 60. Ouais, ça te fait du 70 environ. Ouais, et en deadlift, je dois être à 90. 104. Ouais, faudrait que tu tentes une fois. C'est plaisant de faire une rep et de se rendre compte qu'on est fort. Ouais. Voilà, mais je les ai jamais éprouvés pour de vrai, tu vois, je suis sur le truc. Et c'est pour ça que tu te blesses pas en fait, hein. Tout est lié aussi. Tout est lié. Mais moi, en fait, tu vois, tu me donnes un programme, tu me dis, ok, tu cliques sur un bouton et tu fais ça tous les jours. En fait, moi, je suis assez content de pas avoir à me casser la tête, à y réfléchir, tu vois. C'est un truc dans ta vie que t'as pas besoin d'optimiser, contrairement à tout le reste où tu es en mode, ok, est-ce que je peux faire mieux, progresser plus vite ? Là, au contraire, je suis assez content de faire ce que j'ai à faire sans me poser toujours des questions de est-ce que ça pourrait aller plus vite, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça assez agréable, au contraire. Voilà, donc effectivement, tu progresses à chaque fois, c'est cool. Je pense que c'est un truc dont Paul devrait s'inspirer parce que, comme tu disais, tu fais que des PR et du coup, tu progresses pas. En vrai, là, comme je disais, je viens de terminer un cycle de 4 semaines et en fait, je me suis juste basé sur des programmes préexistants qui sont faits par des gens qui connaissent mieux le sujet que moi. Et effectivement, moi, je suis ce qu'on me demande de faire. Aujourd'hui, tu fais ça. Je fais OK, je fais ça. Et ça change un petit peu. Et au bout de 3 semaines, j'étais en train de faire des trucs. Je me disais, putain, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Et au bout de 4 semaines, j'ai battu tous mes records, quoi. Donc, je me dis, bon, ça marche. Je suis la méthode. Et en fait, maintenant, j'ai augmenté mes max. Donc, je vais resuivre la même méthode, mais avec des poids un peu plus élevés. Et puis voilà, bientôt les championnats du monde. Le mot du podcast, c'est la progressivité. C'est ce qu'il y a à retenir. Tu vois, Paul, avant, on faisait un truc où il fallait que les gens mettent un commentaire avec un mot, mais on a totalement oublié de le faire sur le dernier épisode. Vous pouvez mettre progressivité si vous avez été jusqu'à la toute fin de cet épisode. Merci Pierre-Élie, et on vous retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Bye.